Bonjour et bienvenue à cette sixième et dernière séance du cycle sur l'hérédité génétique et épigénétique. Je vais faire un tout petit lien entre la séance précédente et celle-ci. Je vous rappelle que lors des séances précédentes, je vous avais parlé de deux grands mécanismes de régulation épigénétique. D'une part, la méthylation de l'ADN sur des séquences dinucléotidiques C suivies d'un G. Et d'autre part, les modifications, tout un tas de types de modifications des protéines histones qui forment des complexes autour desquels l'ARN s'enroule. On comprend bien la façon dont ces mécanismes-là permettent d'assurer ce qu'on a appelé la mémoire cellulaire au cours des divisions cellulaires dans l'organisme, pendant la croissance de l'organisme, les divisions mitotiques. Mais par contre, il y a un mystère, et j'avais un peu conclu sur ce mystère-là, qui est que ces marques, en fait, elles sont reprogrammées à deux reprises chez les mammifères. D'une part, pendant la formation des gamètes, et d'autre part, au tout début de l'embryogenèse. Donc, une fois que le zygote est formé, pendant les premières divisions cellulaires, il y a un effacement à nouveau de toutes les marques. Et donc, il y a deux stades pendant chaque cycle de vie où les marques sont complètement effacées. Ce qui signifie que ces marques, si on comprend bien la façon dont elles peuvent servir de mémoire cellulaire au sein d'un organisme qui est en train de se développer, de former ses tissus où les cellules se divisent, on ne comprend pas comment elles pourraient être le vecteur d'une transmission d'effets épigénétiques entre générations. Donc ça, c'est vraiment une toute grande question qui anime la communauté scientifique aujourd'hui, et je vais vous montrer donc, plusieurs exemples bien concrets, et qui a aussi des répercussions sur les médias et sur le grand public, parce que ça peut affecter aussi la santé, et ça peut nous amener à prendre des décisions, notamment sur l'utilisation ou pas de différents produits chimiques, comme je vais le montrer aussi. Alors, je vous rappelle aussi que, comme ça a été déjà proposé dans cette revue de 2014, il est très important de faire une distinction entre, d'une part, ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle et la transmission transgénérationnelle. Alors, d'un point de vue sémantique, ces deux choses-là, elles veulent dire à peu près la même chose si on n'est pas précisément dans le contexte de ce domaine-là. Mais dans le contexte de l'épigénétique, on a établi cette distinction parce qu'on a constaté que dans pas mal de cas, quand on constatait qu'un effet d'un traitement qui était imposé à des individus, on retrouvait des traces de cet effet chez ses descendants, si c'était sur la première génération et qu'il s'agit de femelles qui sont gravides, donc qui portent l'embryon, le fœtus, on ne peut pas vraiment parler de transmission de la mère au fœtus parce que le fœtus lui-même peut être éventuellement exposé directement aux effets à travers l'utérus. Donc on parle d'effets in utero. Et d'autre part, si cet embryon lui-même est une femelle ou si c'est un mâle, mais l'embryon qui est lui-même dans l'utérus maternel, il est déjà porteur des gamètes, et donc ça veut dire que même ses propres enfants, sa propre progéniture, est exposée aussi à l'effet, aux produits chimiques, au stress ou à ce qu'on va tester. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va parler d'effets transgénérationnels, on va parler d'une transmission épigénétique transgénérationnelle qu'à partir de la troisième génération. Par contre, et je le précise parce qu'on va voir dans les articles que je vais citer que selon les cas, on s'intéresse à la troisième ou à la deuxième génération, si on applique le traitement soit à des mâles, soit à des femelles qui sont non gravides, alors au moment où on applique le traitement, sont exposés l'individu adulte ou l'individu mâle ou femelle, ainsi que ses propres gamètes. Mais donc la génération suivante sera constituée d'individus qui ont été exposés via les gamètes, paternelles ou maternelles, mais ensuite à la deuxième génération, on sera déjà face à des individus dont aucune des cellules n'a été exposée directement au traitement. Donc si on est avec la lignée mâle ou si on applique un traitement à des femelles non gravides, on dira qu'à partir de la deuxième génération, qu'on appelle F2 de manière conventionnelle, à partir de ces générations-là, si on constate un effet, il est transgénérationnel. Par contre, si on applique un traitement à des mères gravides, alors on dira que c'est à partir de la génération F3, la troisième génération. Et je vous avais parlé, pour compliquer un peu les choses, de ces souris agouties, en vous disant, oui, mais dans ce cas-là, on a un phénotype qui n'est ni du tout ou rien, c'est-à-dire que dans une même portée, on peut avoir des individus qui sont soit très sombres, soit qui ont fortement le phénotype agouti, ils sont jaunes, ils ont un pelage jaune, soit un pelage intermédiaire, donc on a quelque chose de quantitatif, de variable entre individus d'une même portée, avec une tendance
pour les individus qui ont fortement le phénotype agouti, donc qui sont très jaunes, avoir une plus grande proportion de descendants jaunes. Les individus qui sont très peu agoutis, qui sont très sombres, ont une plus grosse proportion de descendants sombres, mais où l'effet s'estompe de génération en génération. Et dans ce cas-là, c'est le cas où on a le mieux étudié les causes de l'effet. Ce qu'on a constaté, c'est que justement, ce phénotype-là, il était dû à un élément transposable, un rétrotransposon, qui était, comme tous les éléments transposables, méthylé, et justement, là, il y a un maintien de la méthylation. Même pendant la déméthylation générale de l'ADN, il y a un maintien de la méthylation sur les éléments transposables. Et la plupart des éléments transposables, donc, ils sont méthylés, ils sont bloqués, ils sont réprimés. C'est important pour les empêcher de sauter d'un endroit à l'autre du génome, puisque ce sont des éléments qui ont une capacité à susciter des mutations. Mais dans certains cas, comme celui d'agouti et celui d'un autre gène qu'on connaît bien, qui s'appelle axine, on a constaté que cette répression, elle est imparfaite. Elle est imparfaite parce que la nature n'est pas parfaite, parce qu'il y a de la variabilité dans les phénomènes biologiques en particulier. Et donc, c'est pour cette raison-là, on l'a bien étudié, que le maintien de la méthylation, en dépit de la reprogrammation, le maintien de la méthylation dans le gène agouti et dans le gène axine, il est variable d'un individu à l'autre. Alors, une étude a été menée très récemment, en 2018, parce que suite à ça, on s'est dit, il y a peut-être des tas de phénotypes qui peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, de phénomènes qu'on peut observer qui sont transgénérationnels, qui pourraient passer par une déméthylation imparfaite de certains endroits du génome. Et donc, il y a une étude qui vient d'être menée où une chercheuse, une spécialiste du domaine, Anne Ferguson-Smith, a systématiquement testé tous les endroits où on observait une variabilité, ce qu'on appelle une métastabilité, c'est-à-dire qu'on a une méthylation de l'ADN qui est très variable entre individus, mais qui est assez stable à l'intérieur d'un individu. C'est-à-dire les différents tissus d'un individu marquent le même niveau de méthylation, mais d'un individu à l'autre, on a des différences. Et donc elle a identifié dans le génome complet de la souris tous les endroits où il y avait quelque chose comme ça, et puis elle s'est demandé, est-ce que chaque fois qu'on observe une variabilité de la méthylation entre les individus, est-ce que ça peut affecter les gènes voisins? Et la réponse est non, en fait. Agouti, axine, et puis une poignée d'autres, il n'y a qu'une poignée de gènes qui manifestent ce phénotype-là. Pour les autres, simplement, effectivement, ils ont un niveau de méthylation plus ou moins efficace, mais il y a d'autres mécanismes qui font que ce niveau de méthylation n'affecte pas les gènes voisins parce qu'ils sont entourés d'éléments qu'on appelle insulateurs, qu'on connaît bien aussi, c'est une molécule CTCF, donc c'est des protéines qui se lient à certains endroits des chromosomes et qui segmentent les chromosomes en régions entre lesquelles il n'y a pas d'interaction. Et donc ça c'est une nouvelle quand même assez importante, c'est que finalement ce mécanisme qui est l'exemple emblématique de la transmission transgénérationnelle de caractère épigénétique, agouti, qui est celui qu'on cite tout le temps, à juste titre, pour des raisons historiques et aussi parce que c'est le mieux caractérisé, mais cet exemple-là est vraiment une exception par rapport à la règle. Et donc la règle, c'est que l'ensemble des marques de méthylation de l'ADN sont effacées pendant la gamétogénèse, sauf certaines régions particulières qui correspondent à des éléments transposables. Et puis de toute façon, ensuite, pendant l'embryogénèse, tout cela est effacé. Et donc on se retrouve sans mécanisme pour expliquer une transmission transgénérationnelle des caractères épigénétiques. Alors, je vous avais dit donc que je vais maintenant passer un petit peu à des expériences, alors des expériences ou des observations, donc des observations sur l'humain et des expériences sur les animaux, dans des cas vraiment d'application concrète, et notamment ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est les perturbateurs endocriniens, l'impact des perturbateurs endocriniens sur les individus et sur les modifications épigénétiques. D'autre part, des stress métaboliques et troisièmement, des effets psychologiques. Alors, je dois vous prévenir que c'est une littérature extrêmement abondante, il y a des milliers d'articles qui sont publiés, donc moi, il est impossible pour moi de lire l'ensemble de toute cette littérature. Donc je vais vous présenter ici quelques exemples, quelques articles, et plutôt que de faire une énumération de tout ce qui a été publié, ce que j'ai choisi, c'est de prendre 3 ou 4 articles et de montrer vraiment comment on fait les expériences, qu'est-ce qu'on observe, quelles conclusions on en tire et quelles conclusions on ne peut pas en tirer. Donc de montrer chaque fois l'intérêt de la découverte et aussi les limitations de son interprétation. Alors les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? En fait, c'est des petites molécules de différentes sortes qui ont pour particularité de ressembler à des hormones naturelles des animaux, des mammifères dans ce cas-là,
Et comme ils ressemblent à nos hormones, en fait, ils peuvent tromper notre système de détection hormonale. Et notamment les récepteurs hormonaux. Si un perturbateur endocrinien rencontre un récepteur hormonal, il peut stimuler ce récepteur hormonal. Il s'y lie chimiquement et puis il va le stimuler. Et donc il va le stimuler à un moment où la réponse hormonale n'est pas physiologiquement désirable. Et on a détecté comme ça toute une série de perturbateurs endocriniens, et notamment des perturbateurs endocriniens qu'on trouve vraiment de façon très très fréquente dans notre environnement. Un des premiers, c'était une molécule qu'on appelle le vinclozoline. Et la vinclozoline, en fait, c'est une molécule qu'on utilise comme fongicide, et notamment dans le traitement de la vigne. Et donc, on a constaté par ailleurs que cette molécule, elle avait des propriétés de perturber les systèmes endocriniens. Donc c'est effectivement un gros problème de santé publique. Une autre molécule dont vous avez tous entendu parler certainement, c'est le bisphénol A, qui est devenu très célèbre parce qu'on a remarqué que cette molécule-là perturbait aussi le système hormonal. Et notamment donc, ces perturbateurs endocriniens, parmi les effets qu'ils ont, c'est de modifier le développement et la différenciation sexuelle, et aussi peuvent avoir d'autres effets tumorigènes, etc. Et donc, c'est effectivement des molécules qui sont très très dangereuses. Par ailleurs, c'est difficile de détecter leur effet parce qu'elles agissent à très faible concentration. Elles agissent à très faible concentration. Et donc, et parfois, il y a des effets un peu paradoxaux où on a montré pour certaines molécules qu'à faible concentration, elles peuvent perturber les systèmes endocrines. Et puis, si on met une concentration plus élevée, on n'a plus cette perturbation. Donc, c'est des choses assez compliquées à étudier, mais néanmoins, il y a des effets bien établis. Ces perturbateurs agissent surtout pendant le développement embryonnaire. Donc, c'est quand la mère est exposée pendant la grossesse que l'enfant et l'adulte qui en résulte vont manifester des problèmes. Et donc, notamment la vinclozoline, ce qu'on a montré, c'est qu'elle provoquait une diminution de la densité en spermatozoïdes, diminution de la production de sperme, diminution de la mobilité des spermatozoïdes. Et en fait, il y a une mortalité des spermatozoïdes lors de la production du sperme, une forte mortalité de 50% plus que normalement. Donc ça, c'est quand même un effet assez impressionnant. Alors, la vinclozoline, elle n'est toujours pas interdite. Elle est interdite dans certains pays scandinaves. Elle est réglementée. On peut encore l'utiliser, mais de façon réglementée aux États-Unis. Bon, de toute façon, les produits qu'on utilise en agriculture, une bonne partie d'entre eux sont très toxiques et notamment c'est un problème pour les agriculteurs. Un autre produit, c'était le méthoxychlore, qui était utilisé comme pesticide aussi en agriculture, remplacement du DDT, et maintenant il n'est plus utilisé. Et puis il y a le bisphénol A, et là c'est préoccupant parce que c'est quelque chose qu'on utilise de façon régulière. D'une part, on l'utilisait pour les biberons, mais ça c'est maintenant interdit, et puis on l'utilise aussi pour le revêtement intérieur de boîtes de conserve, de canettes, etc. Et il y a eu en France tout un débat en 2015, donc le Sénat a voté une loi pour interdire systématiquement l'utilisation du bisphénol dans les contenants alimentaires, et puis il y a eu un recours qui a été posé par la société, une société chimique. Et donc, pour le moment, le problème est en débat. Mais c'est interdit pour tous les composants alimentaires, pour tous les contenants alimentaires utilisés pour l'alimentation des bébés. Mais donc, on voit bien que les enjeux ne sont pas uniquement scientifiques ici. Et que on est sur des terrains aussi où on se retrouve avec des très forts enjeux économiques, politiques, et de temps en temps des bras de fer pour essayer de maintenir le plus longtemps possible, on l'a vu aussi dans d'autres cas, l'utilisation d'un produit chimique dont on sait par ailleurs qu'il est toxique. Alors, entre 2005 et 2019, j'avais fait l'exercice, il y a des centaines de publications qui parlent des effets de perturbateurs endocriniens sur les marques épigénétiques, sur l'épigénétique, des effets épigénétiques des perturbateurs endocriniens. Et le premier article qui en parle, il a été publié en 2005, et donc je vais vous le détailler parce que c'est vraiment un article historique. Donc en 2005, c'est une équipe américaine, l'équipe de Michael Skinner, qui a mené une étude. Le premier auteur était Henway. Bon, c'est des travaux collectifs, généralement, on travaille à plusieurs en sciences. Et donc ils ont testé 2 perturbateurs endocriniens, dont la vinclozoline, dont je vous ai parlé, et le méthoxychlore. Et ils ont montré que, alors ce qu'on voit sur le graphique, en fait, je vais vous montrer quelques graphiques comme ça, je ne vais pas tous vous les commenter, mais juste pour vous montrer le type d'expérience qu'on fait. On mesure différents paramètres dans ce cas-là sur le sperme. Donc notamment la mort des cellules, le pourcentage, ou le taux de mortalité des cellules spermatogènes, donc celles qui sont à la source de la lignée spermatique, les comptages spermatiques, la densité en spermatozoïdes du sperme, la motilité spermatique, et chaque fois, sur chaque
expérience ici, ce qu'on compare, c'est un contrôle qui n'a pas été traité avec un animal qui a été traité avec de la vinclozoline, avec le perturbateur endocrinien. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux de létalité, donc de mort des cellules, beaucoup plus élevé. Et ça, on le trouve sur la première génération, c'est-à-dire celle qui était portée par la mère exposée au perturbateur, mais on le trouve aussi en seconde, en troisième, en quatrième génération. Et donc là, on est clairement en face de ce qu'on appelle un effet transgénérationnel. Par ailleurs, ils font une expérience additionnelle qui est de faire un rétrocroisement. Et donc le rétrocroisement consiste... Oui, d'abord, il faut que vous sachiez comment ils font les croisements. Donc ils exposent des individus, des femelles gravides, donc ça c'est ce qu'on appelle la génération 0, F0, et puis à chaque génération, ils croisent des descendants des individus exposés avec d'autres descendants des individus exposés. Ça veut dire que chaque individu a à la fois un père et une mère qui sont des descendants d'une femelle qui a subi le traitement. Et après 2 générations, ils prélèvent des individus, donc ils prélèvent des individus de la 2e génération, F2, et là, ils les croisent avec un individu qui n'a pas été traité. Et soit ils prennent un mâle qui descend de l'individu traité, qui est le petit-fils d'une femelle traitée, et ils le croisent avec une femelle non traitée, soit ils font l'inverse, une petite fille de femelle traitée avec un mâle non traité. Et ce qu'on voit en fait, c'est que sur ce groupe-ci, c'est des mâles dont la grand-mère a été traitée, et on voit qu'il y a toujours un effet. Par contre, si on prend une femelle dont la grand-mère a été traitée et qu'on la croise avec un mâle non traité, on n'a pas d'effet. Et ça, on le constate pour chacun des 3 paramètres qu'on observe, la mort des cellules spermatiques, les comptages spermatiques et la mobilité spermatique. Et donc là, on a un effet qui dépend de la lignée parentale. Donc voici quelque chose d'intéressant avec ces rétrocroisements. Et comment on peut expliquer un effet qui dépend du parent dont on obtient le gène? En fait, par un mécanisme que j'avais hésité à vous exposer, mais on n'en sort pas si on veut parler des perturbateurs endocriniens, c'est l'empreinte parentale. Donc qu'est-ce que c'est l'empreinte parentale? En fait, on a constaté depuis longtemps que certains gènes, pendant le développement de l'embryon et même dans les tissus adultes, sont exprimés de manière différente selon qu'ils proviennent du père ou de la mère. Et ça, pendant toute la vie de l'adulte. Donc je vous ai déjà parlé d'un phénomène de ce genre-là qui est le masquage du chromosome X, où tout au début du développement, il y a un des 2 chromosomes qui est complètement réprimé, et puis un peu plus tard, il est déréprimé, et après, il y a un tri aléatoire. Et donc ici, l'empreinte parentale, on ne la retrouve pas chez l'adulte. Par contre, il y a certains gènes dont on a constaté que si on avait, que soit le gène qui vient du père, soit le gène qui vient de la mère sont réprimés tout le temps chez tous les individus durant tout le développement. Et si ce n'est pas le cas, ça provoque des maladies. Donc on l'a découvert parce qu'il y a certaines maladies humaines qui sont liées au fait qu'il y a une mauvaise répression du gène paternel ou une mauvaise répression du gène maternel. Et chez les souris aussi, on a constaté ça avec le syndrome de Prader-Willis. Enfin, on connaît quelques cas de maladies, à la fois chez l'humain et chez la souris, qui sont dus à une dérépression de cette empreinte parentale. Donc c'est un mécanisme qu'on connaît bien, et on connaît la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est parce que certains gènes sont méthylés de façon spécifique, soit uniquement dans les spermatozoïdes, soit uniquement dans les oocytes. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc l'empreinte paternelle quand ils sont réprimés dans les spermatozoïdes, et l'empreinte maternelle quand ils sont réprimés dans les oocytes et dans les ovules. Mais ensuite, il y a un phénomène d'effacement de l'empreinte parentale dans la lignée germinale à la génération suivante. Tout ça est effacé parce qu'évidemment, la lignée germinale doit pouvoir produire des cellules dont le gène sera actif en fonction du sexe de l'individu et pas en fonction du fait que chaque gamète va recevoir le chromosome en question, soit par les lignées maternelles, soit par les lignées paternelles. C'est un petit peu compliqué, mais toujours est-il que c'est un phénomène bien connu, et donc on a commencé à l'invoquer. Alors, il y a une étude aussi, donc les résultats de l'étude que je viens de vous montrer suggéraient la présence d'un effet parental. Et donc, il y a des études ultérieures qui ont approfondi la question, et notamment ici, il y a une étude qui a porté sur le même phénomène, et où, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude qui a été publiée en 2010, et dans le résumé de l'article, ils disent les effets sont transgénérationnels, mais ils disparaissent progressivement de F1, la première génération, à la F3, la troisième génération.
la concentration moyenne du sperme de la descendance des femelles auxquelles on a administré la vinclozoline vaut 56% de celle des contrôles en F1, donc ça c'est la génération exposée en fait, et elle revient à la normale en F2 en F3. Autrement dit, il y a quand même une contradiction là-dedans, parce que je viens de vous dire que dans ces cas-là, on ne parle pas d'effet transgénérationnel. Donc, c'est encore un article où il y en a beaucoup comme ça, des articles où on disait on observe un effet transgénérationnel, et puis ce qu'on dit ne correspond pas à la définition. Maintenant, on est devenu de plus en plus exigeant là-dessus. Donc, on ne va plus accepter des articles où on parle d'effet transgénérationnel en disant ce qu'ils disent dans la phrase suivante. Mais à l'époque, ça se faisait encore. Donc, il faut un petit peu décrypter. Et de fait, donc, cet effet-là, il montre qu'il n'arrive pas à reproduire l'effet qui avait été produit 6 ans plus tôt dans la première étude, d'une part, et d'autre part, ils étudient 5 gènes qui sont soumis à empreinte parentale, et là ils montrent qu'il y a effectivement un effet très clair en première génération, mais qu'ensuite l'effet s'estompe. À la deuxième, ils le retrouvent encore, et à la troisième, ça disparaît totalement. Donc là, il y a une remise en cause quand même de l'effet transgénérationnel, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'abstract, ils disent nous observons un effet transgénérationnel. Donc, il y a une inertie de la communauté à réellement reconnaître ça. Et il y a une étude qui a été publiée en 2015 qui, elle, a vraiment pris le problème à bras le corps. Et donc, Igbar et ses collègues, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre tous les gènes qui étaient connus pour être soumis à l'empreinte parentale. Et pour chacun de ces gènes, ils ont étudié l'effet paternel, maternel et l'effet des perturbateurs endocriniens. Et ils ont étudié 4 perturbateurs endocriniens, et notamment la vinclozoline. Et ce qu'ils montrent en fait, c'est que ce qu'on observe ici en bleu, c'est quand il y a une empreinte paternelle. On ne fait pas dans l'originalité, on met le bleu pour les garçons, le rouge pour les filles. En rouge, empreinte maternelle. Et on montre qu'effectivement, ces gènes-là, on retrouve bien l'empreinte paternelle et maternelle dans les cellules somatiques de l'individu lui-même, comme on s'y attend, comme c'est le cas qu'on soit traité ou qu'on ne soit pas traité par un perturbateur endocrinien. Mais ce qu'il montre, c'est qu'en fait, ensuite, dans la lignée germinale femelle et dans la lignée germinale mâle, il n'y a pas de différence significative ou à peine significative. Donc les petits rectangles blancs montrent des différences à peine significatives entre des souris dont la mère a été traitée et des souris dont la mère n'a pas été traitée par les perturbateurs. Et donc actuellement, cette étude-là, c'est la dernière en cours qui montre que cette piste d'une transmission transgénérationnelle, elle est remise en cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment interpréter tout ça? En gros, ce qui est confirmé dans toutes les études, c'est qu'il y a un effet perturbateur de ces perturbateurs endocriniens sur les individus qui ont été exposés in utero. Ça, toutes les études le confirment, y compris l'étude que je viens de vous montrer ici de Iqbal et collègues. Par contre, alors, ce qu'on sait aussi, c'est que ces perturbations affectent les marques épigénétiques. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais ils ont montré certains endroits où on voyait bien que quand on soumet des individus à un perturbateur endocrinien, on a une méthylation différente. Mais ces modifications semblent être effacées lors de la reprogrammation épigénétique, et il y a actuellement, en fait, on est vraiment dans le doute concernant la possibilité d'une transmission transgénérationnelle. Alors, du point de vue des applications, pour moi, de toute façon, ça ne fait pas une grosse différence. Dans tous les cas, le fait que ces perturbateurs agissent sur les embryons qui ont été exposés pendant la gestation, ça veut dire qu'il faut les proscrire. Dès le moment où on démontre qu'une molécule a cet effet-là, il faut la proscrire. Le fait qu'elle soit ensuite que l'effet soit transmis ensuite pendant plusieurs générations, c'est quelque chose de très effrayant si c'est confirmé. Et pour le moment, le message est plutôt rassurant à mon avis. C'est qu'on n'a pas confirmé cet effet-là. Ça semble être des observations non reproductibles, qu'il en arrive dans toute la démarche scientifique. Alors le stress métabolique. Un des phénomènes dont je vous ai parlé le premier jour, c'est qu'on a observé chez des populations qui sont soumises à une sous-nutrition sévère, et en particulier donc, chez les enfants qui sont nés de femmes enceintes ayant subi des famines, on a observé des perturbations métaboliques de différents types, diabète de type 2, donc non insulinodépendant, obésité et aussi une tendance à développer des tumeurs. Donc ça, c'est un effet qui a été montré dans de nombreux cas suite à des famines dans différents pays, et notamment qui a été particulièrement bien étudié aux Pays-Bas, parce que pendant l'hiver de 1944-45,
il y a eu toute une région des Pays-Bas qui a été isolée par les Allemands et où on a cessé d'approvisionner les gens. Et donc, il y a des femmes enceintes qui se retrouvent avec moins de 1000, moins de 500 calories par jour pendant plusieurs mois. Et il y a eu des effets très très importants sur les enfants de première génération, mais on a constaté aussi maintenant sur les enfants de seconde génération, qui sont devenus des adultes. Au moment où on a commencé à observer ces effets-là, ça a fait revenir une hypothèse qui avait été formulée au début des années 90, qu'on appelle l'hypothèse du phénotype économe. Donc cette hypothèse-là, il l'avait exprimée pour expliquer de façon générale des effets sur les enfants de perturbations métaboliques de la mère, notamment l'obésité, etc. L'obésité ou des carences alimentaires. Et le mécanisme qu'invoquait donc Barker à son époque, c'est que le fait que pendant le développement embryonnaire, à certaines périodes, il y ait une carence alimentaire, fait que les cellules bêta du pancréas ne se développent pas bien. Et ces cellules-là, c'est celles qui produisent l'insuline. Et donc ces enfants-là produisent trop peu d'insuline. Alors si on a pendant plusieurs générations des conditions alimentaires assez restreintes, en fait des carences alimentaires, il y a une sorte d'équilibrage parce que le faible production d'insuline correspond à l'environnement dans lequel l'enfant se nourrit et l'adulte ensuite. Mais quand il y a un changement d'environnement, alors on constate qu'il y a des perturbations très très graves. Et donc l'idée de Barker, c'était qu'il y a une sorte d'économie qui fait que les fœtus qui sont soumis à une carence, pendant la croissance embryonnaire, les embryons en fait développent un métabolisme qui est hyper efficace pour capter le plus possible les sucres, les métaboliser. Et qu'ensuite, si on leur donne une diète riche en sucre, bien évidemment, ils ne s'adaptent pas suffisamment rapidement. Alors il y a des méthodes, il y a des manières de s'adapter, notamment on a constaté ça dans certaines populations, qui font qu'on peut s'adapter en faisant du sport, même à une alimentation riche, en la compensant par d'autres activités. Mais en tout cas, donc dans ce cas-là, c'est un phénomène qu'on a interprété comme ça, dans le cas de la famine hollandaise. Ensuite, il y a un tas d'articles qui ont été publiés pour dire qu'il devait y avoir des effets épigénétiques et que c'était un des cas de manifestation d'une transmission transgénérationnelle d'effets épigénétiques. Alors ce qui est très difficile en fait, c'est que ces études-là, donc, il y a eu des dizaines d'études qui ont été publiées et la plupart de ces études-là, de toute façon, si pas toutes en fait, il est impossible de dire s'il y a un effet épigénétique ou pas. Ce qu'on montre assez facilement, c'est qu'une carence nutritionnelle agit sur l'épigénome et qu'une carence nutritionnelle de la mère agit sur l'épigénome de l'enfant. Par contre, le fait qu'un comportement alimentaire se transmette des mères qui ont subi une famine à leurs enfants, ben, il peut très bien s'expliquer de différentes manières. D'une part par une exposition in utérus et d'autre part par le comportement de la mère. C'est-à-dire qu'évidemment une mère qui a subi une famine pendant plusieurs mois pendant sa grossesse, elle ne va pas se comporter avec son enfant de la même manière qu'une mère qui a été nourrie convenablement pendant la grossesse. Et par ailleurs, l'effet à la seconde génération, il peut tout aussi bien s'expliquer aussi par des effets de reproduction comportementale. Et donc c'est une situation où, dans la plupart des études qui sont publiées, d'une part, il n'y a pas une très grande cohérence entre les observations, c'est-à-dire selon les cohortes qu'on utilise, selon les phénomènes qu'on observe, qu'il s'agisse du diabète, de l'intolérance au glucose ou d'autres phénotypes. On va avoir de temps en temps un effet chez les mâles de seconde génération, de temps en temps chez les femelles de seconde génération, sans qu'il y ait une explication plausible. Les effets sont souvent statistiquement faiblement significatifs, et comme souvent, donc une des critiques qu'on fait à ce corpus de littérature, c'est que très souvent, les auteurs testent un tas d'effets possibles, ils testent une vingtaine d'effets possibles et ils disent « je considère que j'ai un effet significatif si j'ai ce qu'on appelle une p-valeur, c'est-à-dire un risque d'erreur de 5%. » Alors c'est la norme en science actuellement, c'est que quand on fait un test comme ça, on observe une différence, ben, on peut toujours penser que cette différence provient soit d'un effet réel de l'expérience, soit du hasard de l'échantillonnage. Parce que si on prend des gens et qu'on mesure leur taux de glucose, par exemple, dans cette salle, bah, si je prends la moitié de droite et la moitié de gauche, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une très grosse différence. Mais de temps en temps, si je prélève 5 individus et puis 5 autres, il y aura une différence parce que par hasard, j'aurais sélectionné 5 individus avec un taux plus élevé et 5 individus avec un taux plus faible. Et tout l'art de la statistique est justement de mesurer ce risque. C'est de mesurer le risque que l'effet observé résulte non pas du traitement, mais du hasard. Et donc, forcément, quand on mesure une différence, on l'interprète comme soit l'effet du traitement, soit l'effet du hasard, et on dit, si une différence aussi forte que celle qu'on observe, à moins de 5% de se produire dans un prélèvement sur des populations homogènes, alors on considère que l'effet est significatif. Et donc, ça veut dire qu'on prend un risque de 5%.
Ce que ça veut dire, c'est que si on teste 20 choses différentes, on prend 20 fois de suite un risque de 5%. Et là, on commence à avoir des problèmes, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sortent. Et dans l'expérience que je vous ai montrée précédemment, de Iqbal, justement, les petites boîtes qu'il montre en blanc, il le montre par honnêteté intellectuelle, ils disent, tiens, là, on a un risque d'erreur de moins de 5%. Mais vous voyez, le nombre d'essais qu'ils font, c'est chaque fois 3 comparaisons entre 3 traitements et un contrôle, fois une vingtaine de gènes qu'ils testent. Donc ils font une soixantaine de comparaisons sur la lignée femelle, une soixantaine de comparaisons sur la lignée mâle. Et donc eux, ils connaissent bien ces statistiques-là, et ils ont appliqué ce qu'on appelle une correction de test multiple. Et ils disent, si on applique une correction de test multiple, toutes ces boîtes blanches, il n'y en a aucune qui passe le seuil de significativité. Par contre, cette tradition qui est devenue vraiment très commune dès qu'on fait de l'analyse génomique, parce qu'on teste des milliers d'hypothèses à la fois, ben cette tradition-là, elle n'est pas passée dans la communauté scientifique qui étudie ces perturbations chez les Hollandais. Et donc, ces travaux, la plupart d'entre eux, ils sont pas valides du point de vue statistique. Donc, il y a 2 raisons pour les contester. C'est que d'une part, du point de vue statistique, un grand nombre d'entre eux vont un petit peu pêcher les choses qu'ils trouvent en testant des tas de choses avec le seuil de 5%, ce qui le rend invalide. Et surtout, c'est que l'interprétation biologique, elle est difficile parce qu'il est impossible de distinguer des effets culturels, comportementaux, d'effets biologiques. Par contre, on peut faire des études sur les animaux. Et donc, il y a des études qui ont été faites, notamment chez les souris. Et là, vous avez une étude qui est souvent citée, celle de Huypens, qui date de 2016. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils nourrissent des souris avec 3 diètes différentes, soit une diète riche en graisse, soit une diète pauvre en graisse, soit une diète normale. Et puis, ils étudient l'effet de cette diète sur la génération suivante. Et ce qu'ils montrent de façon assez claire, c'est qu'il y a un effet, c'est-à-dire que les souris qui sont nourries avec une diète riche en graisse donnent des enfants qui ont un poids corporel élevé, enfin une croissance corporelle plus rapide aussi, c'est-à-dire une acquisition plus rapide de poids. Et puis, les enfants de souris nourris avec une diète pauvre en graisse ont une croissance corporelle plus lente, et puis celles qui ont une diète normale, ils sont au milieu. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, mais ça nous montre simplement qu'il y a un effet in utero. Ça ne montre pas qu'il y a une transmission transgénérationnelle. Ça montre un effet intergénérationnel, qu'on appelle intergénérationnel. Et par ailleurs, on n'a pas identifié les mécanismes moléculaires. Alors, il y a des études qui portent sur les mécanismes moléculaires, et notamment, il y a une étude où on a sous-nourri des mères gravides, et puis on étudie l'effet en première génération, donc c'est la génération qui est exposée dans l'utérus, et en seconde génération. Et ce qu'on constate, c'est que là, ils ont étudié des marques de méthylation, et ils ont constaté effectivement que si les souris sont sous-nourries, il y a moins de méthylation des marques d'ADN, de l'ADN, il y a une hypométhylation, et qu'en seconde génération, il y a une dérégulation métabolique. Mais attention, la seconde génération, c'est la génération qui a été produite à partir des gamètes qui ont eux-mêmes été exposés. Donc on a ici aussi un effet intergénérationnel. Et là, par contre, dans cette étude-ci, ils testent la génération suivante, la 3e, et ils disent qu'il n'y a pas de transmission à la 3e génération. Et donc ici, on a clairement un effet sur les individus qui sont, enfin sur les embryons dont la mère a subi la carence la carence nutritionnelle, sur les descendants de ces individus-là, via les spermatozoïdes, parce que donc ils ont testé l'effet via les spermatozoïdes pour éviter des effets de comportement transmis par la mère, mais en tout cas il n'y a pas de transmission transgénérationnelle. Il y a un grand nombre d'études comme ça métaboliques où on a initialement parlé d'effets transgénérationnels. Si on place l'exigence qu'on veut avoir un effet jusqu'à la 3e génération, en fait il n'y en a pas beaucoup qui tiennent aujourd'hui. Et en fait il n'y en a pas. Donc, dans les revues que j'ai lues qui sont très récentes, il y a des revues de 2019, 2018, 2017, spécialement consacrées au stress métabolique. En fait, toutes les revues concluent sur le fait que ce n'est pas du tout évident chez les mammifères qu'il y ait une transmission transgénérationnelle. Par contre, les effets intergénérationnels, ils sont très très clairs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il vaut mieux bien manger, surtout quand on est enceinte. Alors, le stress psychologique. Donc, il y a eu beaucoup de publications sur les stress psychologiques, notamment des publications, il y a quelques publications chez l'humain et puis il y a des publications chez la souris. Et chez la souris, on fait des expériences et un des types d'expériences qu'on fait,
c'est de tester l'effet du soin maternel. Parce qu'en fait, on a constaté que les souris, elles ont un comportement vis-à-vis des petits qui est de les lécher, de les toiletter, de répondre aussi au moment où ils arrondissent le dos, de prendre soin d'eux. Donc il y a tous des comportements comme ça. Et ces comportements-là, on peut les mesurer par la fréquence du léchage, du toilettage. Et ce qu'on a constaté, c'est que les enfants de souris qui sont attentionnés, les filles de souris attentionnées deviennent des mères attentionnées, et les filles de souris moins attentionnées deviennent des mères moins attentionnées. Alors on fait aussi des expériences de privation, où on retire la mère de la cage pendant 3 heures par jour, comme ça, à un moment imprévisible pour l'enfant, et donc pour le souriceau. Donc le souriceau, tout à coup, se retrouve sans la mère, sans que ce soit régulier, et qu'il puisse même anticiper. Et on fait ça pendant quelques jours, et on constate que ces souriceaux-là, ils sont eux-mêmes stressés, et par ailleurs qu'ils vont eux-mêmes s'occuper moins de leurs enfants. Certaines de ces expériences, vous allez le voir, sont assez dures. Je trouve qu'elles sont assez compliquées. Alors, un des problèmes, c'est que quand on observe ça, on ne peut pas a priori savoir si cette transmission d'un comportement, elle résulte d'effets génétiques, si elle résulte d'effets biologiques, ou si elle résulte simplement d'une reproduction du soin que la fille a subi ou dont elle a bénéficié pendant qu'elle était petite. Ou un mélange, une combinaison des trois. Mais donc un effet génétique, un effet épigénétique biologique, via par exemple des marques de méthylation, ou un effet purement culturel. Culturel ou oui, c'est ça, comportemental. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres effets épigénétiques que des méthylations? Alors oui, il y a d'autres mécanismes. Oui, alors les effets. Effectivement, la méthylation est un effet épigénétique. Je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant en fait. Dans le cas des stress métaboliques, ce qu'on a constaté, parce qu'une des questions pour les stress métaboliques chez l'humain, c'était de savoir si le fait, on a observé donc chez les enfants dont la mère avait subi une carence alimentaire, qu'il y avait des marques différentes de méthylation. Alors, ces enfants eux-mêmes, il y a une corrélation entre le stress alimentaire de la mère, la carence alimentaire de la mère, et les maladies métaboliques, diabète, intolérance au glucose, etc. Et donc, ce qu'on peut se demander, si c'est parce que leur génome est méthylé différemment, que ça induit un comportement différent vis-à-vis de la nutrition, ou bien si à l'inverse, c'est parce que ces enfants-là se nourrissent différemment, que ça va affecter leur marque épigénétique. Et ça, il y a des études récentes qui ont été faites où on a marqué l'épigénome de façon systématique. On a mesuré la méthylation de l'ensemble du génome chez des individus et étudié la corrélation avec le comportement alimentaire de la mère, etc. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, la méthylation est une conséquence du comportement alimentaire de l'individu, c'est-à-dire que la façon dont on se nourrit va affecter l'activité des gènes, notamment ceux qui sont impliqués dans la digestion, et que le fait que des gènes soient plus ou moins actifs, va influencer, va agir sur le dépôt de marques épigénétiques. Donc effectivement, les marques épigénétiques sont une conséquence de l'environnement dans ce cas-là. Alors est-ce qu'il y a autre chose que les méthylations comme effet? Il y a d'autres mécanismes épigénétiques qui interviennent dans la régulation, et notamment maintenant, très très récemment, il y a un très grand intérêt pour ce qu'on appelle les petits ARN, mais dont je ne vous ai pas encore parlé parce que... Petits ARN. Et donc il y a des ARN, il y a tout un monde de l'ARN qu'on découvre depuis quelques années parce que les technologies ont permis de commencer à les étudier de façon beaucoup plus précise et de façon beaucoup plus exhaustive qu'auparavant. Et notamment, on a constaté qu'il y avait des petits ARN qui avaient pour fonction de réguler d'autres gènes. Et la façon dont ils procèdent, c'est que c'est des petits ARN de 20-25 nucléotides qui interagissent avec l'ARN messager un long ARN messager, mais en s'y positionnant, ils vont empêcher, perturber ou réprimer en fait, parce que ce n'est pas une perturbation, c'est la fonction normale du gène, c'est de réprimer la synthèse de la protéine. Donc ça, c'est un mécanisme qui est maintenant, qui fait l'objet de beaucoup d'études. C'est difficile d'avoir du recul là-dessus, mais donc dans les derniers articles où on évoque les mécanismes possibles pour expliquer une transmission transgénérationnelle éventuellement d'un phénotype,
on invoque ces mécanismes-là. À part ça, il y a effectivement les méthylations, adénylations de la méthionine, et puis les méthylations de l'ADN. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on connaît maintenant. Ouais. Je n'ai pas encore parlé des petits ARN pour ce cours-ci, délibérément, je les ai laissés de côté parce que... C'est plus pernicieux que la méthylation, sinon le petit ARN. Alors, les petits ARN, il y en a une catégorie qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les Peewee Associated RNA, donc c'est des ARN qui ont une taille de 26 à 30 nucléotides, qui sont exprimés dans certains tissus, sous certaines conditions. Et ces ARN-là, ils ont une séquence particulière qui fait qu'ils s'interagissent, ils forment un complexe avec une protéine particulière qu'on appelle argonaute. Et cette protéine argonaute, une fois qu'elle est complexée à cet ARN-là, elle a la capacité de perturber, enfin de réprimer l'expression des gènes, mais elle le fait de façon spécifique, c'est-à-dire la protéine, elle reconnaît les petits ARN, elle ne reconnaît pas spécialement un gène ou un autre gène. Mais ces petits ARN-là, ils ont une séquence d'une trentaine de nucléotides qui est complémentaire d'un ARN messager particulier. Et donc ils vont associer la protéine argonaute à cet ARN-là, ils vont marquer, elles vont cibler cet ARN-là, et ces argonautes, ces protéines argonautes, soit découpent l'ARN et donc le rendent inactif, soit restent complexés à l'ARN et donc empêchent les ribosomes de synthétiser la protéine. Donc, indépendamment des mécanismes détaillés, ça veut dire qu'il y a des nouvelles modalités, des modalités qui sont très anciennes mais qu'on découvre nouvellement, de régulation et qui passent par les petits ARN. Alors, ce qui est important, c'est que ces petits ARN, justement, contrairement aux marques de méthylation dont on sait qu'elles sont effacées, contrairement aux modifications des histones, puisqu'on sait que les modifications sont délogées pendant la reprogrammation, ces petits ARN-là, on sait qu'il y en a notamment qui sont exprimés dans les gamètes et qui interviennent dans la répression de certains gènes pendant la gamétogénèse. Mais chez les mammifères, on n'a pas montré encore d'effet de ces petits ARN sur une transmission transgénérationnelle. Par contre, chez le ver, nématode, Caenorhabditis elegans, donc c'est un petit ver, il a un joli nom. Hein. Alors, le nématode Caenorhabditis elegans, c'est un ver qu'on utilise énormément en laboratoire parce qu'il est tout petit, on le cultive très facilement, il se reproduit très vite, il a un cycle de vie très rapide, il est transparent et c'est un organisme modèle. En fait, c'est un des premiers animaux dont on a séquencé le génome complet. On avait le génome complet de ce ver-là avant d'avoir celui de l'homme. Hein. Et donc chez ce ver-là, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a un rôle tout à fait clair de petits ARN dans la transmission transgénérationnelle de certains phénotypes, et notamment le phénotype de longévité. C'est-à-dire que si on injecte un petit ARN particulier à ces nématodes, ou même pas l'injecter, en fait il suffit qu'ils le consomment, donc on le met dans leur milieu de culture, ils le consomment, ils vivent plus vieux. Ils vivent plus vieux, mais ils se reproduisent moins. C'est un choix. Mais et ça, ce mécanisme-là, on a constaté qu'il y avait une transmission pendant des dizaines de générations. Donc là, on était en face, donc je l'avais mis pour la conclusion, mais je peux vous l'expliquer maintenant, c'est parce qu'effectivement c'est assez important. Tout ce que je vous montre ici, et c'est un choix délibéré parce que je ne pouvais pas tout couvrir, c'est des études sur les mammifères. Mais un autre animal, qui est le ver Caenorhabditis, eh bien si on était des scientifiques Caenorhabditis qui étudions les Caenorhabditis, ben, on conclurait allègrement qu'il y a une transmission transgénérationnelle des caractères acquis via des mécanismes épigénétiques qui reposent sur les petits ARN. Je n'ai pas parlé de plantes non plus, et chez les plantes, il y a certaines études qui ont montré qu'il y a une transmission de certains phénotypes, notamment un phénotype qu'on appelle pélorique, qui avait déjà été décrit par Linné, et où en fait certaines fleurs certaines plantes ont chez certains individus un phénotype tout à fait disproportionné, différent de la normale, et ça se transmet de génération en génération, et puis au bout d'un certain nombre de générations, on revient au phénotype normal. Donc ce n'est pas des modifications génétiques, et ça ressemble un petit peu à l'effet agouti, somme toute. Mais chez les plantes, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien, et il y a une distinction essentielle. C'est que les plantes, il n'y a pas de séparation germaine-soma. Les cellules, les fleurs, en fait, naissent des branches qui sont en cours de développement. Donc il n'y a pas, comme chez les animaux, cette séparation très très précoce d'un petit paquet de cellules qui serviront à faire la lignée germinale, et le reste des cellules qui forment le corps de l'organisme.
Donc quand on étudie les plantes, on est dans un contexte différent de l'étude des animaux. Et même quand on étudie les animaux, si on est chez des vers comme le ver nématode, qui est très très éloigné évolutivement d'une part des vertébrés, mais aussi même des drosophiles, hein, c'est vraiment une branche très éloignée évolutivement, et bien dans ces cas-là, on a aussi des mécanismes différents. Chez les drosophiles et chez les nématodes, il n'y a pas de méthylation de l'ADN. Il n'y a pas de méthylation en particulier par la méthylation des CPG. Il n'y a pas une restriction des éléments transposables comme on en a chez les mammifères. On pense que c'est un mécanisme de régulation qui est apparu suite à l'invasion des génomes de mammifères par des virus par des rétrotransposons, donc des virus qui s'inséraient et puis qui avaient la capacité de se transférer d'un endroit du génome à l'autre. Et donc il y a un mécanisme de régulation qui a été sélectionné parce qu'il jugulait cette mobilité génétique. Mais chez les drosophiles, chez les vers, il n'y a pas ce mécanisme-là. Or, c'est un des mécanismes qu'on a le plus étudié chez les mammifères. Donc, on va revenir maintenant aux mammifères. Je ne vais plus vous parler que de mammifères, parce que je vous ai dit un résumé des points importants que je voulais quand même souligner sur le fait qu'il y a des mécanismes très différents si on s'intéresse aux mammifères, à la drosophile, aux vers, Caenorhabditis elegans, ou aux plantes, ou a fortiori à des bactéries, à des levures. Et tous ces organismes-là ont été énormément étudiés, à la fois pour la régulation génétique et pour la régulation épigénétique. Donc revenons aux mammifères, revenons à nos souris. Et donc une question évidente, c'est par quel mécanisme peut-on justifier la transmission d'un comportement de soins maternels d'une génération à l'autre entre les souris femelles. Et un type d'expérience qu'on peut faire, qui est assez simple, c'est de faire un échange de portée. Alors, il faut savoir que si on échange la portée complète, là, les mères ne vont pas se comporter de la même manière, parce qu'elles sentent qu'on leur a pris leur portée, et puis que les souriceaux qui arrivent là, ce n'est pas ceux auxquels ils ont donné le jour. Alors, ce qu'on fait pour éviter cet effet-là, c'est d'échanger 1 ou 2 souriceaux dans une portée d'une dizaine. Donc on échange les souriceaux juste après la naissance, pouf, on échange les souriceaux, et puis on observe si la mère, on mesure le comportement de léchage, de soins de la mère dans la portée, et puis en particulier vis-à-vis du souriceau qu'on lui a échangé, et puis on regarde les effets sur la seconde génération. Donc c'est des expériences d'échange de portée. Et une des premières études qui ont été faites là-dessus, elle a été publiée en 1999, on a montré qu'en fait, donc, en comparant les portées de souris qui ont un comportement élevé de soins maternels et celles qui ont un comportement faible de soins maternels, les souriceaux manifestent le même comportement, d'attention élevée ou d'attention faible, en fonction non pas de leur mère biologique, mais en fonction de leur mère, de la souris qui les a élevés. Donc en fait, ça tend à montrer que l'effet, il n'est pas biologique, mais qu'il est comportemental. Et ce qu'on a montré aussi, par contre, à propos des marques de ce comportement, c'est que si on regardait l'expression des récepteurs aux glucocorticoïdes dans le cerveau, en faisant des tranches de cerveau, ce que vous voyez dans cette figure-ci, eh bien, il y a des différences entre les souris qui ont reçu une très forte dose de soins maternels et celles qui ont reçu une faible dose de soins maternels. De manière générale, en fait, ces souris auront aussi des comportements différents, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu un moindre soin maternel vont être plus sensibles au stress, vont avoir un comportement différent d'exploration des territoires ouverts, ils vont être moins francs dans l'exploration des territoires, et aussi donc effectivement qu'il y aura une reproduction de ce comportement entre générations. Alors ceci, bon, c'est des observations comportementales, comme le dit le titre, c'est une transmission maternelle non génomique, effectivement, elle n'est pas génomique, mais ça ne nous dit pas non plus si cette transmission-là, elle résulte des effets sur les marques épigénétiques ou bien si elle résulte simplement d'une reproduction comportementale par un effet qu'on pourrait qualifier de culturel. Et donc il y a des études qui se sont penchées sur la même question de façon plus précise. C'est une étude qui vise à étudier effectivement l'effet du soin maternel, mais où ils ont vraiment décortiqué de façon très très précise ce qui se passe dans le gène qui code pour le récepteur aux glucocorticoïdes. Puisqu'on voit qu'il y a une expression différentielle, eh bien ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent le degré de méthylation du promoteur de ce gène-là
chez des enfants dont la mère était très lécheuse ou toiletteuse, et chez des enfants, chez des souris, dont la mère l'était moins. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a une différence très significative. Il y a une différence significative entre le niveau de méthylation. Donc là, on peut dire qu'il y a sans doute un effet de régulation qui est lié à un impact du toilettage, du soin maternel sur l'expression de ce récepteur, qui est un récepteur hormonal, mais les glucocorticoïdes interviennent notamment dans la réponse au stress. Ils interviennent dans un tas d'autres fonctions aussi, mais ils interviennent notamment dans la réponse au stress. Et donc là, on a un mécanisme moléculaire qui nous permet un petit peu de comprendre comment ça pourrait se passer. Alors, il y a une revue qui a été publiée, que je vous recommande, en fait, qui a été publiée par Eric Nestler dans Pour la science. Il l'a publiée en anglais dans Scientific American, et puis ça a été traduit dans Pour la science. Et c'est une revue générale des effets épigénétiques sur le comportement, le stress, l'effet des drogues, etc. Et c'est une revue qui est très bien écrite, très compréhensible, très claire. Et dans cette revue, il y a quelque chose qui avait attiré mon attention à l'époque où je l'ai lu, en 2013, c'est qu'il me commentait des expériences de ce genre-là, sur les souris, sur le soin maternel, et notamment des expériences qui montraient qu'il y avait une transmission transgénérationnelle du comportement de soins maternels chez les souris. Des expériences qui avaient été réalisées en Suisse. Et alors il conclut d'une façon un peu curieuse, parce que dans le début de sa conclusion, il dit « Les effets du comportement maternel sont transmis au moins en partie par des mécanismes épigénétiques. » Alors ce n'est pas tout à fait faux, hein, mais on va voir après. C'est que il dit, par rapport aux petits choyés, les petits élevés par les mères passives présentent plus de méthylation de l'ADN dans les séquences de régulation d'un gène que dans le récepteur des glucocorticoïdes, c'est ce que je viens de vous montrer. Une protéine centrale dans les réactions d'un animal à l'hormone de stress, le cortisol. Une méthylation excessive détectée dans l'hippocampe diminue la quantité de ces récepteurs produits par les neurones. Ainsi, les changements épigénétiques seraient transférés d'une génération à la suivante, mais il ajoute, c'est moi qui ai marqué en gras, sans être transmis par les ovules ou les spermatozoïdes. Quand le comportement d'une mère modifie la régulation épigénétique dans le cerveau de ses petits, ce dernier présente le même comportement que la mère, lequel modifie les marques épigénétiques et par conséquent le comportement des petits, et ainsi de suite. Donc il interprète ça de cette façon-là, quoi. Il n'y a pas de... Alors c'est curieux parce que ici, quand on met de la mère au petit, la première phrase de cette petite boîte, c'est « l'épigénèse influe sur le comportement maternel ». C'est pas ça qu'on a montré. Ce qu'on a montré, c'est que le comportement maternel influe sur l'épigénèse. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, il le dit en passant tout à la fin de la revue, il dit « Personnellement, dans mon labo », parce que lui, il travaille sur l'effet des drogues et des comportements sur l'épigénétique, et donc il dit « Personnellement, dans mon labo, on a essayé de reproduire les expériences de ce laboratoire suisse, et on n'est pas arrivé à les reproduire. » Et donc, moi, je l'ai écrit à ce moment-là, parce que je lui ai dit « Mais ça, c'est quand même assez important, parce que il y a un grand nombre d'articles qui sont assez contestables du point de vue de la preuve, de l'apport de preuve d'une transmission transgénérationnelle. Et vous avez fait l'expérience et vous avez un résultat négatif. Est-ce que vous n'avez pas essayé de le publier? Alors il m'a répondu, en fait j'y ai pensé, mais c'est très difficile de publier des résultats négatifs. Donc j'attire votre attention là-dessus parce que évidemment, ce que ça veut dire, c'est que ce qui se publie, c'est les bonnes nouvelles. Et puis, quand on a un résultat négatif, généralement c'est une mauvaise nouvelle, surtout pour la personne qui fait les expériences. Souvent c'est un doctorant, un post-doctorant, parce que ça veut dire qu'il n'a rien à publier. Et il existe maintenant des revues scientifiques qui servent à publier des résultats négatifs. Mais évidemment, du point de vue épistémologique, c'est extrêmement important qu'une communauté ait la capacité de dire « nous avons testé ceci et on voit qu'il n'y a pas d'effet ». Mais évidemment, on ne publie pas dans les grandes revues, parce que les articles que je vous ai montrés précédemment, c'est dans les revues les plus huppées, c'est dans Science, c'est les revues les plus prestigieuses dans le domaine scientifique, les revues comme Science, Nature Neuroscience, etc. Cell, c'est des très grandes revues où tout le monde rêve de publier un jour dans sa vie, dans Nature, dans Cell, tous les chercheurs rêvent de ça. Et donc, quand on publie par contre une découverte négative, justement, un des groupes qui l'a fait, c'est Iqbal. Et Iqbal, lui par contre, en fait, l'étude de Iqbal que je vous ai montrée, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ça, c'est une revue. Ça, c'est un résultat négatif qui a été publié. Pourquoi il a été publié? Il a été publié parce qu'il concernait un sujet qui était extrêmement important, non seulement du point de vue scientifique, mais du point de vue de ses implications sociétales. Et donc, dans ce cas-là, le fait de mener de façon rigoureuse une étude où on refait des expériences qui ont été faites précédemment, mais on les fait de façon plus précise, plus exhaustive, avec un meilleur traitement statistique, ça mérite,
pour un éditeur le fait d'être pris en considération pour une publication. Mais ces cas-là sont plutôt l'exception que la règle, le fait de publier des résultats négatifs. Mais dans ce domaine-ci, pour quand même tempérer, il y a eu tellement de résultats qui ont été publiés et qui n'étaient pas très solides qu'on commence aussi à publier des résultats négatifs. Notamment l'étude que j'ai mentionnée un peu plus tôt, où en partant du phénotype agouti et du mécanisme agouti, une chercheuse s'est posé la question de savoir à quel point c'était général, et systématiquement elle a été tester l'effet de tous les éléments rétrotransposons qui avaient un degré de méthylation variable sur les gènes voisins, et puis elle dit il n'y en a presque pas. C'est une information importante et ça se publie très très bien, dans une très bonne revue. Mais ces effets sociologiques de la publication sont très importants. Ça biaise énormément les publications, évidemment. Alors, en dépit de ça, justement le même groupe de Nestler, ils ont refait des expériences qui avaient été faites précédemment concernant l'impact du stress paternel sur la progéniture. Alors, je vais d'abord vous montrer une expérience, et puis je vais vous montrer presque la même expérience, avec une toute petite différence, et puis on va discuter de la différence. En quoi consiste l'expérience? On soumet des rats mâles à une expérience de ce qu'on appelle défaite sociale, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des lignées de rats qui sont très violentes, agressives, et d'autres qui le sont moins. Et donc on prend un rat qui appartient à une lignée non agressive, et pendant 10 minutes par jour, on met dans sa cage un rat agressif, qui le menace, qui l'agresse. Et puis, le reste de la journée, on met une paroi de plexiglas, ce qui fait qu'il voit en permanence son agresseur. Et puis le lendemain, à un moment imprévisible, hop, on refait le traitement et on fait ça 10 jours de suite. Et ces rats-là, en fait, ils développent un stress. Rien de surprenant. Et il y a des articles qui avaient été publiés et qui montraient que les rats stressés avaient tendance à donner des enfants mâles qui étaient eux-mêmes stressés, même s'ils n'étaient pas directement soumis au stress. Et on lui disait, tiens, il y a une transmission du stress. Et là, c'est une transmission par la voie paternelle. Et donc, puisque c'est par la voie paternelle, on se dit, on a un effet épigénétique. Donc ici, le groupe de Nestler, donc la première auteure c'est Dietz, donc ils refont l'expérience et ils mesurent un tas de paramètres, et notamment, ils regardent d'abord l'effet du stress, du stress de défaite sociale sur les individus qui ont été soumis. On les appelle les pairs parce qu'après on va étudier leur descendance. Donc on les met dans des cages où ils peuvent interagir avec d'autres rats, et en fait ils passent beaucoup moins de temps à interagir avec les autres rats, ils se méfient des autres rats. Et là c'est très significatif, donc en blanc on a ceux qui n'ont pas été soumis au stress, en noir ceux qui ont été soumis au stress, ils passent la moitié moins de temps à interagir avec d'autres rats. Et puis on mesure ici d'autres comportements, et notamment sur ce graphique-ci, vous voyez le temps d'interaction, d'une part chez la descendance des contrôles, et d'autre part chez les descendances de ceux qui ont été traités. Alors soit cette descendance-là, on ne lui fait pas subir de stress à elle-même, donc ça c'est les petites boîtes blanches, et on voit que en gros, quand on ne soumet pas au stress des souris qui ont été traitées, ou qu'on ne soumet pas au stress des souris qui n'ont pas été traitées, elles n'ont pas de méfiance a priori. Par contre, ce qu'on constate, c'est que si on fait un stress sur ces souris-là, mais on fait un stress sous-maximal, c'est-à-dire qu'au lieu de soumettre pendant 10 jours de suite le stress, ils soumettent les rats au stress pendant 3 jours sur les 10 jours en question. Donc ils les soumettent seulement à 3 reprises à la rencontre avec un rat agressif. Et là, ce qu'on constate, c'est que ceux dont le père n'a pas été stressé résistent à ce stress sous-maximal, alors que ceux dont le père a été stressé, ils manifestent un stress eux-mêmes. Donc ce que ça veut dire, somme toute, c'est que le stress paternel réduit la tolérance ou augmente la sensibilité de l'enfant, du fils, à ce stress de défaite sociale. Là, on a un effet impressionnant. C'est bizarre parce que ça passe par les spermatozoïdes, en principe. Alors, et ensuite, on mesure ici d'autres comportements, notamment le fait le comportement d'exploration dans le labyrinthe, le comportement d'ouverture à des environnements nouveaux, la préférence au sucrose, et aussi un test de nage forcé, c'est-à-dire qu'on fait nager ces rats dans
une piscine, quoi. Et on les force à nager pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent parce qu'ils se découragent et qu'ils abandonnent. Et puis après, on les ressort de la piscine. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les fils dont le père a été stressé abandonnent plus tôt que les autres. Donc on voit 4 effets. Ah oui, les expériences sont dures. Hein. Dans toute cette littérature, on fait des expériences que je trouve assez... que je trouve vraiment très dures. Quoi. Mais donc, ici, on a des effets qui sont marquants. Okay. Alors maintenant, on refait les mêmes expériences, mais avec une toute petite différence. C'est qu'au lieu de laisser le croisement se faire par fécondation, par accouplement entre le mâle qui a été stressé ou pas stressé et une femelle qui n'a dans aucun cas été stressée, on fait une fécondation in vitro. Et là, regardez bien les graphiques. En fait, dans ce cas-ci, il y a toujours une différence entre les mâles, les pères stressés et pas stressés, mais à la première génération, il y a plus on ne voit plus cette sensibilité accrue à un stress sous-maximal. On ne le voit plus. Et on ne voit plus non plus de différence dans le comportement dans les labyrinthes, plus de différence dans le comportement face à la nouveauté, plus de différence dans le comportement face au sucrose, et une légère différence dans la résistance à l'endurance lors d'une natation forcée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit une différence chez les femelles et chez les mâles, alors que précédemment, oui, on le voyait aussi. Donc, voilà. Donc on voit encore une légère différence ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette histoire-là ? Ça veut dire que le stress qu'on avait observé précédemment, il ne passait pas par le spermatozoïde. Et on pense que c'est lié au fait que dans l'expérience précédente, dans celle où on voyait tous ces effets intergénérationnels, du père vers le fils, ça se manifestait parce que le père, pour l'accouplement, on le laisse pendant 10 jours avec la femelle. Et un père stressé, ça stresse la mère. Et une mère stressée, ça stresse les enfants. En gros, c'est ça la conclusion de l'article. C'est même plus indirect que ça, parce que le père ne rencontre jamais les petits. C'est que le stress se transmet du père à la mère et de la mère à l'enfant. Donc ici, cette expérience-là, elle est assez fondamentale, parce que ça veut dire que c'est que toutes les autres études où on a dit, ici on a quelque chose où on montre bien que c'est un effet biologique parce que le père ne rencontre jamais la progéniture et que la seule chose qui passe, c'est le liquide séminal, enfin c'est le sperme. En fait, non, il n'y a pas que le sperme qui passe. Si on ne fait pas des expériences avec des fécondations in vitro, l'expérience n'est pas valide, tout simplement. Pardon ? Ah non, c'est inquiétant. Inquiétant, oui et non. Ce que ça veut dire, moi je trouve que ce n'est pas extrêmement inquiétant. Ce que ça veut dire, oui, c'est inquiétant pour les chercheurs qui ont publié des articles en étant convaincus qu'ils avaient découvert un mécanisme transgénérationnel, de transmission transgénérationnelle, avant qu'on ne détecte cet effet potentiel de transmission du stress par les contacts entre un mâle stressé et la femelle avant qu'elle ne donne naissance à ses petits. Et on pense aussi que les femelles qui se sont accouplées avec des mâles stressés passent moins de temps à s'occuper de leurs enfants, qu'ils n'accordent pas la même attention à leurs enfants. Oui, alors pour les drogues quand même, ça vaut peut-être la peine de le dire. Donc le même Eric Nestler, donc dans sa revue, là, il mentionne qu'il y a un effet tout à fait clair des drogues sur la régulation des gènes. Donc c'est pas surprenant, on l'a déjà vu avec le tabac, on l'a déjà vu avec les perturbateurs endocriniens, on voit qu'il y a un effet aussi de la nourriture riche en graisse, de la carence alimentaire, etc. Et pour les drogues, il y a également un effet, notamment sur la transcription des gènes. Donc il y a certains gènes dont le niveau transcriptionnel est affecté par les drogues. Et alors ce que je trouvais intéressant dans cette revue-là, c'est qu'il dit que s'il y a une exposition transitoire, donc juste une première fois ou pendant moins d'une semaine, on expose des souris ou des rats à des drogues, effectivement, il y a une modification des marques épigénétiques, il y a une modification du niveau de transcription de certains gènes, mais au bout de quelques semaines, ça revient à la normale. Par contre, que s'il y a une exposition prolongée, alors, même si on arrête, pendant très très longtemps, il n'y a plus de retour à la normale. Et donc, c'est un message assez important, évidemment. Alors, je vais peut-être conclure sur l'ensemble des cours, là. Et avant tout, je voudrais vous faire un avertissement, mais j'ai déjà un petit peu avancé dans ma conclusion parce que j'ai déjà pris quelques-unes des précautions. Mais donc, la première chose, c'est que moi, il est impossible
de revoir toute la littérature, c'est un corpus énorme. Alors si vous voulez avoir une vision plus large, je vous conseille d'aller suivre les cours de Edith Hurt, qui donne un cours depuis 2013 au Collège de France. Tout est accessible en vidéo. On peut aussi télécharger en audio pour les podcasts, on peut aussi télécharger toutes ces diapositives. Et en fait, donc elle a abordé le thème de l'épigénétique et la mémoire cellulaire de manière beaucoup plus détaillée. Chaque année, elle fait un cycle de 6 séances et elle invite aussi des gens à faire des séminaires. Elle organise une journée de colloque sur la thématique et elle a parlé de la mémoire cellulaire, de la transmission transgénérationnelle, avec le même scepticisme que ce que je vous ai exprimé ici. Elle a parlé du cancer, elle a parlé des éléments transposables, elle parle maintenant de la biodiversité cette année-ci. Donc chaque année, elle choisit un éclairage différent sur l'épigénétique. Moi ici, j'ai fait 6 séances, donc il y a des pans entiers de la littérature que je n'ai même pas abordé, que je n'ai même pas touché. Je vous ai juste dit 2 mots sur les vers cénorhabditis, les drosophiles, les plantes, mais il y a des dizaines, des centaines de laboratoires qui travaillent sur ces organismes. Et je n'ai pas abordé tous les mécanismes non plus, donc comme je vous l'ai dit, les petits ARN, je ne vous en ai pas parlé. Ça aurait demandé quelques séances en plus. Tu t'intéresses à ça, aux petits ARN? Moi, je ne travaille pas directement sur les petits ARN. Moi, mon travail de recherche est plutôt sur, d'une part, les facteurs transcriptionnels, l'interaction entre les facteurs transcriptionnels et l'ADN, c'est-à-dire la reconnaissance dans les génomes de sites spécifiques par les facteurs transcriptionnels, et d'autre part, analyse de réseaux de régulation. Donc mes thématiques de recherche sont différentes. Et maintenant, depuis quelques années aussi, l'analyse des régions, des modifications des histones. Parce qu'on a énormément de données sur les modifications des histones. Et donc le défi maintenant, c'est d'intégrer tout ça. Intégrer les marques épigénétiques, la régulation génétique par les facteurs transcriptionnels, la spécificité de la régulation. Et puis on a aussi des données sur le niveau de transcription de tous les gènes avec le transcriptome. Donc, ça c'est mon travail, c'est de faire des analyses bioinformatiques de toutes ces données qui arrivent de façon massive. On a des pétabases de données maintenant qu'on peut analyser. Alors, je voudrais d'abord montrer ce qui est bien établi, parce que je vous ai montré quand même une vision un petit peu sceptique, avec un scepticisme méthodologique. Donc ce qui est bien établi, c'est d'une part, ce que je vous ai montré à la 2e séance, c'est que les facteurs transcriptionnels interviennent pendant le développement, et que c'est eux qui sont vraiment responsables de la mise en place du plan de l'organisme. Ça c'est bien établi, on l'a bien établi chez la drosophile, chez le ver elegans, chez l'humain, chez les plantes, on connaît des facteurs transcriptionnels, on connaît leur rôle, on les étudie de façon de plus en plus précise. C'est des organismes qui ont des mécanismes très différents de développement, mais où on connaît les facteurs transcriptionnels et on comprend la façon dont ils agissent. Alors, ce qui est bien établi, c'est qu'il y a une interaction dans les deux sens entre la régulation transcriptionnelle et les modifications chromatiniennes. Je vous avais dit ça la fois passée. C'est-à-dire, d'une part, pendant tout début de l'embryogenèse, les marques de méthylation, les marques chromatiniennes ont été effacées. Et les facteurs transcriptionnels mettent en place des différences entre ce qui sera l'avant de l'organisme, ce qui sera l'arrière de l'organisme, ce qui sera le milieu, ce qui sera le dos, ce qui sera le ventre, ce qui va devenir du muscle, de l'endoderme, de l'épiderme. Et une fois que ces facteurs transcriptionnels ont fait ça, ils vont recruter des protéines dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, les complexes polycombes et les complexes trithorax. Et ces protéines-là vont déposer les marques de méthylation sur les histones avoisinants. Et donc ça, on comprend assez bien comment ça marche, on comprend bien comment ça marche, c'est bien établi. Et par ailleurs, donc ça montre que les facteurs transcriptionnels agissent sur la méthylation des histones, mais la méthylation des histones elle-même, une fois que la méthylation a été posée, et certains types de méthylation, ça va compacter l'ADN et ça va le rendre inaccessible pour les facteurs transcriptionnels. Donc il y a un effet, comme je vous l'ai dit, de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que les facteurs transcriptionnels vont donner leur forme au paysage épigénétique, et puis ce paysage épigénétique va lui-même réguler l'accessibilité de l'ADN pour les facteurs transcriptionnels. Ce qui est bien établi aussi, c'est qu'il y a un impact de l'environnement sur les marques épigénétiques, sur la régulation et sur les marques épigénétiques. Quand on regarde le niveau de transcription des gènes, ou quand on regarde la méthylation de l'ADN, ou les marques de méthylation des histones, on peut montrer qu'il y a un effet du métabolisme, du psychisme, des toxines, des drogues, des médicaments. C'est ce que je vous ai montré, plusieurs exemples ici. Ce qui est montré aussi de façon très claire, c'est l'impact intergénérationnel, c'est-à-dire on fait subir un traitement à une souris gravide et on voit un impact à la première génération
via des mécanismes d'exposition in utero, et à la seconde génération parce que les gamètes ont été eux-mêmes exposés in utero. Par contre, chez les mammifères, à ma connaissance, il n'y a pas de mécanisme très clair de transmission transgénérationnelle. Le mécanisme le plus clair que j'ai trouvé, c'est celui de Agouti et Axine, ces gènes-là. Et ces gènes-là, c'est plutôt l'exception que la règle. On le démontre maintenant. Et chez certaines espèces, mais pas chez les mammifères, il y a un impact transgénérationnel. Donc je vous en ai parlé plus tôt. Alors par contre, ce qui est sujet vraiment à controverse, c'est le fait qu'il y ait un impact intergénérationnel par la voie germinale chez les mammifères. Donc si on retient que les expériences par la voie paternelle, ben là même d'une génération à l'autre, l'expérience avec la fécondation in vitro montrait que ce n'était même pas très évident. Hein. Mais dans certains cas maintenant, on pense que certains types chez les animaux mammifères, que peut-être certains types d'impact pourraient avoir lieu par les petits ARN. Mais on pense ça parce que ça a été bien démontré chez Caenorhabditis et on se dit ça c'est une voie à explorer, ce n'est pas quelque chose de fermement établi encore aujourd'hui. Et par contre, ce qui n'est pas du tout démontré, c'est qu'il y a un impact transgénérationnel chez les mammifères, contrairement à ce qu'ont affirmé des dizaines de publications. Alors pour moi, ce qui reste complètement mystérieux, et ça c'est intéressant parce que c'est pas tellement, la question n'est pas posée dans les articles que j'ai lus, dans toutes les revues que j'ai lues. Tout ce que je viens de vous dire, ça a été revu dans plein de revues. Il y a certains articles où on proclame qu'il y a une transmission transgénérationnelle et on voit qu'en gratte un peu, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de revues récentes, et je les cite, je vous donne la liste à la fin de l'exposé ici, qui remettent maintenant vraiment, franchement et carrément en question. On voit les titres qui disent « Où en est-on ? Où sont les preuves pour la transmission transgénérationnelle ?» Donc la communauté est vraiment en train de prendre du recul par rapport aux publications des débuts qui étaient un petit peu euphoriques, disons. Par contre, dans tous les cas, moi je crois qu'il y a un problème logique. Et le problème logique, c'est le suivant. Alors, d'une part, c'est que si on voulait qu'il y ait une transmission via les gamètes des effets, des caractères acquis par les cellules somatiques, parce qu'en définitive, c'est de ça qu'il s'agit. On a un stress métabolique, il va agir sur le foie. On a un stress nerveux, psychique, il va agir sur le cerveau. Il y a une étude aussi qui a porté sur le conditionnement olfactif des rats, où on soumet des rats mâles à un stress olfactif, c'est-à-dire qu'on associe un signal olfactif, une odeur, avec un choc électrique. Et puis, on fait des fécondations in vitro, les expériences sont faites de façon très précise qu'ils observent, par fécondation in vitro, un impact sur la première génération suivante et sur la deuxième génération. Et donc cet article-là a été publié en 2013. C'est un article où il y a un tas d'expériences très très différentes qui ont été faites, où il montre aussi des effets de méthylation, etc. Mais qui actuellement, j'en ai discuté avec beaucoup de collègues qui travaillent soit des neurobiologistes, soit des spécialistes de l'olfaction, soit des spécialistes du comportement des rats, soit des spécialistes de l'épigénétique et moi-même. Et en fait, en gros, c'est un article auquel personne ne croit. Tout le monde pense que cet article-là, il est invalide. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes lors des expériences, et en fait les expériences n'ont pas été reproduites, donc il est possible que si un laboratoire le reproduit, ça va être validé, et que donc l'ensemble des gens qui sont sceptiques se seront trompés. Il faut être prudent. Mais en tout cas, il y a un problème de fond dans cet article-là. Et le problème de fond, c'est que il n'y a rien qui tient la route par rapport à ce que tout le monde sait dans son domaine à lui. Notamment les gens qui font des tests de comportement, eh bien, sur le rat, la manière de faire le test de comportement, c'est qu'on soumet le rat à un stress, et puis on regarde chez ses descendants s'ils sont plus soumis au stress, et on regarde ça par l'observation de certains comportements, abaisser les oreilles, de bomber le dos. Et le problème, c'est qu'il y a une subjectivité dans l'évaluation de ces stress-là. Et l'expérience, ils ne disent pas qu'ils l'ont fait en aveugle. Par ailleurs, le fait de faire des chocs électriques, aujourd'hui ça ne se fait plus dans ce domaine-là, parce que ces chocs-là ont des effets tellement perturbateurs que c'était difficile d'interpréter les résultats. Et donc aujourd'hui, quand on veut montrer qu'il y a un effet comportemental, on fait plutôt avec des signaux positifs, c'est-à-dire avec quelque chose d'attractif dans un labyrinthe, pour voir si les individus s'en sortent mieux ou pas. Donc c'est le choix même du test est quelque chose qui ne se fait plus tellement dans la communauté. Du point de vue du développement olfactif, ce qu'on sait, c'est que dans les expériences, ils montrent qu'il y a une expression plus forte du récepteur olfactif qui permet de détecter cette molécule-là. Mais en fait, l'association entre une sensorielle et le choc électrique, elle se fait au niveau du cortex.
on sait très bien comment fonctionnent les associations entre des stimuli différents. C'est le conditionnement pavlovien, c'est ce qui a été étudié depuis Pavlov en fait. Par contre, une fois que ce conditionnement se met en place, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un renforcement de certains circuits nerveux. Simplement, il y a des connexions plus efficaces avec des transmissions d'informations plus rapides et avec des seuils moins élevés. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose de génétique. C'est quelque chose qui repose sur la connectivité du système nerveux, dont on avait parlé il y a 3 ans. Et donc, on n'imagine même pas par quel mécanisme, une fois que des connexions sont renforcées par des stress électriques, ça pourrait être transmis à la génération suivante. Parce qu'il faudrait pour ça qu'il y ait une information qui soit sur la connectivité des neurones qui puisse passer de la structure du système nerveux vers les gamètes. Le fait qu'on ne peut pas imaginer de mécanismes ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. La science, elle fonctionne comme ça. Pendant tout un temps, on observe un phénomène. Si le phénomène, on l'observe de façon régulière, qu'on peut le reproduire, etc., on est forcé de se rendre aux évidences que ce phénomène existe. En plus, on fait des expériences, donc on peut le provoquer. Et dans ce cas-là, même si on ne comprend pas le mécanisme, on se dit qu'il nous reste quelque chose à découvrir. Mais ici, le problème, c'est que les expériences n'ont pas été reproduites. Donc pour le moment, la communauté est plutôt sceptique par rapport à cet article-là. Il y a même un chercheur qui a publié un article, trop de succès pour les expériences épigénétiques qui cassent la baraque. Groundbreaking, qui casse le sol. En français, on pourrait dire qui casse la baraque. Et en fait, là, ce qu'il a fait, c'est une réanalyse. C'est un statisticien qui a fait une analyse statistique de tous les tests qui avaient été faits dans cette expérience-là. Et il dit, quand on fait des expériences, d'habitude, il y en a certaines qui marchent, puis il y en a qui marchent un peu moins bien, il y en a où ça ne marche pas, où on ne détecte pas l'effet, parce que justement, on est dans les problèmes d'échantillonnage et on observe une certaine variabilité des résultats. Et dans cet article-là, ils ont fait des dizaines d'expériences différentes et elles fonctionnent toutes parfaitement. Et il dit c'est trop beau pour être vrai. Alors ça, c'est un statisticien qui le dit, ce n'est pas une preuve que l'expérience est fausse, entendons-nous. Il n'y a pas une preuve que l'expérience est fausse. Mais il y a un scepticisme qui est arrivé à un niveau aussi exceptionnel qu'un statisticien publie un article pour dire ce truc-là, moi j'y crois pas. Et en le montrant, les chiffres à l'appui, que la probabilité pour obtenir des résultats aussi cohérents est très très faible si on fait des expériences où on est soumis au jeu du hasard. Ceci dit, si des millions de gens, des dizaines de milliers de chercheurs dans le monde font des expériences, de temps en temps, il y en a un qui aura des expériences qui vont toutes coller parfaitement, même s'il est fait honnêtement, qu'elles sont menées en toute conscience, sans biais. Parfois, il va y avoir une cohérence très grande. C'est des choses qui arrivent. Les événements rares se produisent rarement, mais ils se produisent. Sinon, ils ne seraient pas rares. Donc, il n'y a rien qui donne des éléments pour dire cette expérience-là est fausse aujourd'hui, mais elle est, pour le moment, elle n'a pas emporté une grande adhésion de la communauté. On est sceptique. Tous les gens que je connais sont sceptiques, en fait. C'est assez intéressant. Il y a un scepticisme assez unanime et qui se manifeste même dans des articles qu'on écrit sur cet article-là, ce qui est assez rare. Alors, par contre, moi j'ai un autre problème avec cet article-là et avec l'ensemble du domaine, c'est ceci. Ce qui est mystérieux, c'est la chose suivante, c'est que, donc, entendons-nous, on ne connaît pas de mécanisme qui permettrait d'expliquer comment, une fois qu'un tissu a eu ses marques modifiées par l'effet d'un perturbateur endocrinien, d'un stress, d'une perturbation métabolique, le foie, le cerveau sont modifiés, on ne connaît pas de mécanisme par lesquels cet effet pourrait revenir aux gamètes. Mais on peut dire, ils peuvent exister et il nous reste à les découvrir. Alors, ce qui est difficile aussi à imaginer, c'est comment, une fois que les gamètes sont marquées, ça peut retourner de ces cellules germinales vers les cellules somatiques de l'individu de la génération suivante, sauf s'il s'agit d'un effet très général. Mais comment est-ce qu'il va y avoir un ciblage tissulaire spécifique ou un ciblage vers un moment spécifique du développement alors que c'est le gamète qui porte les marques? Le gamète, il a vraiment une copie du génome. Donc comment, avec sa copie du génome, une partie des cellules vont se débarrasser de cette histoire, de cette mémoire de l'expérience personnelle, et puis justement dans le bon tissu, cette mémoire va ressurgir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez curieux, sauf si cette mémoire, elle s'exprime dans tous les tissus, mais que la plupart des tissus, ça n'affecte pas leur fonction, et puis certains, ça les affecte. Mais il y a un autre problème logique qui pour moi est le plus important, c'est le suivant. Le gamète, il y a une seule copie de chaque chromosome et une seule copie de chaque gène. Or, dans les tissus, ce qu'on a montré et ce qu'on montre très facilement, on a maintenant des milliers de publications qui montrent ça, quand on mesure les endroits de méthylation dans l'ensemble du génome dans différents tissus. On l'a fait dans une 50aine de tissus, je vous avais montré ça à la 3e séance, je pense, qu'on avait
caractérisé dans une cinquantaine de tissus différents toutes les marques de méthylation des histones. Et puis, on a caractérisé dans différentes lignées cellulaires le niveau d'expression de tous les gènes, et puis dans des tissus aussi. Donc, on a vraiment énormément de données là-dessus. Et ce qu'on voit bien, c'est que chaque gène s'exprime dans certains tissus particuliers, que les marques de méthylation, elles sont spécifiques du foie pour les gènes impliqués dans la digestion, elles sont spécifiques du cerveau pour les gènes impliqués dans les fonctions neurales. Tout ça est très cohérent. Mais si la mémoire de l'expérience du système nerveux doit être portée par les gamètes, mais aussi la mémoire de l'expérience du foie, et la mémoire de l'expérience musculaire, et la mémoire de l'expérience des os, et de la moelle, et de la rate, etc. Donc, si toutes ces mémoires de tissus différents doivent être portées par la même cellule, ça fait quand même un lourd poids historique pour les frêles épaules d'un tout petit gamète. Et donc, moi je pense qu'on est vraiment face à un problème logique ici. C'est que ce n'est pas seulement une question de ne pas connaître les mécanismes, c'est que pour moi, il y a quasiment une impossibilité logique. Voilà. Alors je voulais aussi répondre à la demoiselle qui m'a posé une question il y a 3 semaines sur le tabagisme. C'est vous, hein? Donc je vous avais montré cette expérience où on a caractérisé l'épigénome de nouveau-nés dont la mère avait fumé pendant la grossesse et dont la mère n'avait pas fumé pendant la grossesse, et on voit vraiment qu'il y a un impact du tabagisme sur l'épigénome du nouveau-né. Et en fait, vous m'avez demandé, oui, mais est-ce que si la mère a fumé avant la grossesse, est-ce qu'il y a aussi un impact sur l'épigénome du nouveau-né? Et donc dans ces études-là, on n'en parlait pas, dans les études qui sont faites à échelle épigénomique, donc où on regarde tous les sites de méthylation et les modifications tous les sites de méthylation de l'ADN dans l'ensemble du génome. Par contre, les mêmes auteurs, donc Joubert, ce qu'ils ont fait, c'est de tester cela dans une publication de 2015, je pense. Ils ont testé ça sur une trentaine de marques épigénétiques bien connues pour être affectées par le tabagisme. Et ce qui montre, c'est que ces marques-là sont fortement affectées par le tabagisme pendant la grossesse, mais qu'elles ne sont pas affectées par un tabagisme qui précède la grossesse, si on arrête de fumer au début de la grossesse, ni par le tabagisme du père. Et donc il n'y a pas d'effet par la voie germinale, en fait, que l'effet il est réellement dû à l'exposition in utérus. Donc c'était effectivement une question assez importante et auquel ces auteurs-là avaient répondu dans un autre article. Voilà, ben là je crois que j'ai un petit peu fait le tour de... le tabagisme passif. L'exposition à un tabagisme, c'est une exposition à un tabagisme. Je ne connais pas j'ai pas de données quantitatives, je suis sûr qu'il y a des tas d'études qui ont été faites là-dessus. La raison pour laquelle on a interdit de fumer dans tous les lieux publics, c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait aussi un effet toxique du tabagisme passif. Je ne pense pas qu'il y ait des études qui aient été faites sur l'épigénétique face au tabagisme passif. Mais l'exposition à un tabagisme pendant la grossesse, même si c'est un tabagisme passif, je ne pense pas que ce soit recommandé. Alors, pour aller plus loin, donc, je vous ai déjà parlé du cours d'éditeur, donc il y a le lien là, mais si vous tapez son nom, donc, il suffit de prendre la bonne orthographe, et là vous aurez les cours du Collège de France. Et puis ici, je vous ai mis ces revues. Alors ces revues-là, elles sont en anglais et c'est pour des spécialistes, donc je les ai mises là pour vous montrer un peu d'où je tire mes données, pour que, enfin, d'une certaine manière, pour avoir une traçabilité de ce que je vous raconte. Mais effectivement, elles sont très techniques, très très techniques. Donc je pense pas. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des ouvrages un peu plus accessibles et en français. Je devrais un petit peu regarder, c'est pas évident. Si j'en trouve, je les mettrai sur le site web. Voilà, Christine, tu avais une question. Deux choses. Pardon. Oui. Parle plus fort. On revenait sur la marque à la fin. Ah oui. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que tu as dit sur le fait qu'il y a toute un protocole qui s'est mis en place pour la méthylation de l'ADN, le blocage, etc. Est-ce que ça, on ne peut pas dire que c'est un avantage pour le mammifère que nous sommes nous? Parce que finalement, si on est arrivé à bloquer... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc ça, c'est tout à fait une des interprétations. C'est que, oui. Donc, je vais revenir à la marque après. Mais l'interprétation qu'on trouve dans tous les articles, quand on parle de la méthylation de l'ADN, et en particulier du fait que cette méthylation, il y a la reprogrammation qui fait qu'elle est effacée partout, sauf
sur les régions des rétrotransposons qui, elles, on le sait, seraient dangereuses pour le génome. Alors, la manière dont on interprète ça, c'est que c'est effectivement un effet évolutif. C'est-à-dire que, en réponse à ce caractère invasif d'un rétrotransposon, les individus dans une population qui n'avaient pas l'effacement, qui méthylaient, d'une part, que le mécanisme de méthylation spécifique sur le CPG, en fait, donc sur le dinucléotide CPG, il est propre aux mammifères. Chez les plantes, il y a une méthylation, mais qui n'est pas spécifique au CPG. Et chez les drosophiles et les Caenorhabditis, il n'y a pas de méthylation de l'ADN. Donc là, on a quelque chose qui est spécifique aux mammifères, qui touche certains dinucléotides particuliers, et ces dinucléotides particuliers sont évités dans presque tout le génome, mais pas dans les éléments transposables. Ils sont enrichis en CPG, et donc là, on voit sans doute l'effet d'une coévolution entre l'hôte et son pathogène. C'est une coévolution hôte-pathogène, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de l'hôte en réponse au pathogène, et que dans une population du mammifère ancestral des mammifères qui portent par exemple les séquences ALU, eh bien dans cette population-là, la première qui a été affectée par la séquence ALU, par le rétrotransposon ALU, dans cette population-là, certains individus ont, par hasard, développé cette capacité à méthyler l'ADN avec cette protéine, l'ADN améthyltransférase. Cette protéine-là, cette enzyme-là, leur conférait un avantage évolutif, et donc ils ont été sélectionnés et qu'ils ont transmis cette caractéristique à leur descendance, et puis que ça a été très très fortement maintenu pendant l'évolution. Ultérieurement, il est possible que, et c'est assez fréquent dans l'évolution, que de tels mécanismes soient ensuite recyclés pour d'autres fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cooptation. Mais donc oui, l'interprétation qu'a la communauté biologique de ce phénomène-là, c'est que c'est le résultat d'une évolution des mammifères face à le caractère délétère d'un rétrotransposon qui se balade dans le génome. Alors par rapport à la marque, justement l'explication que je viens de te donner, c'est purement darwinien. Oui. Par hasard, il y a des individus qui manifestent une caractéristique, une variation par rapport au reste de la population. Ça leur confère un avantage, ils vont être sélectionnés, ils vont se reproduire. Donc je viens de faire un raisonnement darwinien. Ceci dit, donc comme j'ai dit, chez les mammifères, pour le moment, on n'a pas de preuve d'une transmission transgénérationnelle des marques épigénétiques. On a encore moins une potentialité d'un mécanisme qui permettrait au caractère acquis par l'organisme, par le soma, d'être transmis dans les cellules germinales. Et donc, même si Weissman a été pas mal décrié par rapport à certains de ses travaux, la séparation précoce du germène et du soma reste quand même un obstacle conceptuel pour pouvoir expliquer une transmission transgénérationnelle des caractères acquis. Par ailleurs, mes collègues qui sont épigénéticiens, souvent dans les articles, on voit « Ah, la marque est revenue, etc. etc. » Et donc chaque fois, moi, ça m'amuse beaucoup en fait quand j'ai un collègue qui dit « Je suis épigénéticien, donc je suis lamarckien », je lui dis « Ah, explique-moi un petit peu comment ça marche l'épigénétique dans l'évolution. En quoi ça constitue un caractère qui peut permettre à des espèces d'évoluer au fil des générations. » Et là, sur des longues époques. Et là, invariablement, ils disent effectivement, si on ne peut avoir une transmission transgénérationnelle des marques épigénétiques, alors ça peut conférer à certains individus des avantages qui font l'objet d'une sélection. Ah tiens, la phrase suivante qu'ils disent, c'est du darwinisme. Et pourquoi en fait? Ça, je trouve que c'est une belle preuve que le darwinisme est vraiment devenu le paradigme, au sens vraiment de Kuhn, c'est-à-dire la matrice d'interprétation de l'ensemble des observations qu'on fait dans le domaine, et qui sert aussi, et parfois ça peut être un peu restrictif, même à cadrer la façon dont on va questionner le vivant, et poser les questions, mettre en place les expériences, etc. Mais là, on a un bel exemple avec ce jeu en fait, que je joue souvent avec mes collègues épigénéticiens, du fait qu'ils pensent être lamarckiens parce que quand on pense à la transmission de caractères acquis, on pense à la marque, mais d'une part, ils sont de toute façon confrontés au fait qu'aujourd'hui, on n'a rien qui montrerait une transmission des cellules somatiques vers les cellules germinales, et puis dès le moment où ils doivent parler de l'impact évolutif, ils n'arrivent pas à penser en autres termes qu'en termes darwiniens. Oui. Il y a deux mots
que j'arrive pas à situer. Mitose et allèle. Mitose, c'est un joli mot en fait, pour désigner... Oui, c'est joli, hein, mitose. C'est plus joli que méiose, non? Alors la mitose et la méiose, c'est deux types de division cellulaire. Donc la mitose, c'est la division que je vous ai montrée lors des tout premiers cours, où une cellule donne naissance à deux cellules, et ces divisions qui prennent cours, qui font qu'à partir d'une seule cellule, on fait l'ensemble de l'organisme, avec une exception près justement. Mais donc ce qu'on appelle mitose, c'est les cellules, c'est les divisions où une cellule qui a un certain nombre de copies des chromosomes va donner deux cellules qui ont le même nombre de copies du chromosome. Donc une mitose, elle est précédée par une réplication de tous les chromosomes. Chaque chromosome, à partir d'un chromosome, on en fait deux copies, et puis au moment où la séparation de la cellule mère en deux cellules filles, chaque cellule fille hérite d'une des copies. Il y a une ségrégation, et vraiment chaque paire de chromosomes, il y en a une qui va vers une cellule fille et l'autre vers l'autre cellule fille. Donc ça c'est très joli, on peut filmer ça au microscope, c'est très très joli. Et puis, il y a un autre type de division cellulaire qu'on appelle la méiose, et celle-là elle est très particulière, c'est celle qui se passe dans les gamètes. Parce que dans les gamètes, en fait, il y a deux divisions subséquentes, et il y a une seule réplication. Ce qui fait que, à partir de, comme chaque cellule a deux copies de chaque chromosome, il y a une réplication, on a 4 copies, et puis on fait deux cellules filles qui ont 2 copies, ça c'est un petit peu comme la méiose, mais après on refait une nouvelle division immédiatement, sans répliquer. Et donc chacun des gamètes a une seule copie des chromosomes. Et ensuite, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, là, au moment de la fertilisation, chacun apporte un complément de chromosome, et donc le zygote se retrouve avec 2 copies de chaque chromosome, une copie maternelle et une copie paternelle. Donc mitose, c'est simplement la division cellulaire qui arrive dans l'ensemble des divisions qui contribuent au développement de l'organisme, sauf la division pour faire des gamètes, qu'on appelle méiose. Et l'allèle. On parle d'allèle quand on a des formes génétiques différentes pour un même gène. Alors on va dire ce gène a différents allèles. Par exemple, on aura dans le gène de l'hémoglobine, il y a un allèle où il y a une mutation et qui va donner la drépanocytose, donc la protéine sera mal formée et on aura cette maladie de la drépanocytose, et puis il y a un autre allèle où il n'y a pas cette mutation. Donc on va parler d'allèle quand on a deux formes différentes, ou trois formes, ou différentes formes des gènes. On va avoir des allèles différents pour la couleur des yeux, par exemple. On aura le même gène qui va coder des pigments de l'iris, mais il y aura un allèle qui donne des yeux bruns et un allèle qui donne des yeux bleus. Donc c'est ça, les allèles, c'est les formes différentes d'un gène qui donnent des phénotypes différents. Oui. Moi, pendant tout le cours, effectivement, j'ai eu du mal à me situer dans le temps génétique, l'espace génétique, la dimension génétique de ce truc-là, l'effacement, la reprogrammation, un résultat positif, un résultat négatif. J'ai, par exemple, l'exemple d'un résultat négatif, là, les effets des endocriniens, perturbateurs endocriniens, qui effectivement ne sont pas transmissibles puisqu'il y a une espèce d'effacement des effets. Les effets existent, mais ils sont effacés et ils ne réapparaissent pas dans la reprogrammation. Qu'est-ce qu'on appelle positif et négatif, voilà, en effet. Tu considères que le fait qu'ils disparaissent, qu'on ne les retrouve pas dans la reprogrammation génétique, c'est un effet négatif. Moi, je trouve que c'est plutôt un effet positif. Ah oui, alors attention, effectivement. Je vais te donner un autre exemple. Il y a un test qui est assez célèbre qui s'appelle le test ELISA, un test d'immunoprécipitation qu'on fait pour détecter si tu as le sida ou pas. Enfin, si quelqu'un a le sida ou pas. C'est le test vraiment classique, standard, qu'on fait en première approche quand quelqu'un vient faire pour un test de séropositivité. Donc on fait le test ELISA. Et si on détecte une présence d'anticorps, une présence du virus, on dit le test est positif. Et si on ne détecte pas, on dit qu'il est négatif. Donc en science, on va parler de positif ou de négatif. Quand on teste une hypothèse, on va dire qu'il y a un effet positif quand on détecte un effet et négatif quand on ne détecte pas d'effet. C'est complètement indépendant de la connotation agréable ou pas pour la personne. Si on te fait un test ELISA, tu as envie d'avoir un résultat négatif. Ce sera positif pour toi d'avoir un résultat négatif. Donc si le docteur te dit vous êtes positif, ne sors pas avec un sourire béat. Voilà. Et donc bon, ça c'est un exemple, mais dans le cas des marques là, de l'expérience de Iqbal et de ses collègues,
effectivement, les résultats sont négatifs au sens où ils ont testé l'effet, enfin ils ont posé la question de savoir s'il y avait un effet des perturbateurs endocriniens sur l'empreinte parentale, paternelle ou maternelle, de gènes qui sont bien connus pour être soumis à l'empreinte parentale. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les perturbateurs endocriniens ne modifiaient pas l'empreinte parentale. Ils modifient, enfin ils ont des effets, comme je l'ai dit, sur la physiologie de l'organisme, sur les marques épigénétiques de l'individu qui est soumis au traitement, mais après c'est effacé et donc l'effet est la réponse est négative, la réponse au test est négative. Et dans ce cas-là, effectivement, le fait que la réponse soit négative était plutôt positif ou rassurant pour moi, puisque ça veut dire que même s'il y a des effets de perturbateurs endocriniens sur un individu, il ne faut pas avoir peur que ça se passe à la 2e, 3e, 4e génération. Il n'y a pas de malédiction. Au niveau de la transmission intergénérationnelle, on est allé jusqu'à combien de générations pour vérifier que ça ne revenait pas Alors, dans chaque expérience qui a été publiée, le nombre de générations qu'on teste est différent. J'ai montré une expérience là la première expérience sur les perturbateurs endocriniens, celle de 2005 de Hanway et ses collègues. Celle-là, ils avaient testé et ils ont montré qu'ils détectaient un effet jusqu'à la 4e génération. Et donc là, on parle clairement de transmission transgénérationnelle, puisque c'est à partir de la 3e qu'on considère que c'est clairement transgénérationnel. Mais après, d'autres études où on a refait la même expérience montrent qu'il y a un effet sur la 1re génération, mais que ça s'estompe à la 2e et qu'il n'y en a pas à la 3e. Donc ça dépend d'un article à l'autre. Et alors, il y a des tas d'articles qu'on publie, effectivement, où on dit « Ah tiens, il y a un effet transgénérationnel » et où ils ne testent que la 1re génération. Et donc ça, je l'ai souligné dans certaines des diapos, on dit ici, on affirme un effet transgénérationnel, mais ce qu'on teste, c'est l'effet intergénérationnel et pas transgénérationnel. Il y a parfois un effet d'époque, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on utilisait de façon un peu moins pointue cette distinction entre transgénérationnel et entre transgénérationnel et intergénérationnel, mais aujourd'hui, vraiment, la distinction, elle est clairement établie. Même si les deux mots ont l'air de dire la même chose. Mais en tout cas, dans ce contexte particulier des publications scientifiques sur l'épigénétique, transgénérationnel, il faut au moins 3 générations si on teste l'effet de femelles gravides, et 2 générations si c'est un effet sur des mâles ou sur des femelles non gravides. Et quand ça disparaît à la 2e ou 3e génération, est-ce qu'on est allé encore plus loin pour savoir si je vois. Non, pas à ma connaissance. Je vois ce que tu veux dire. Non, je crois pas, je pense pas qu'on ait fait ça. Je pense pas qu'on ait fait ça. Ce serait peut-être intéressant de le faire, mais ça pourrait être intéressant par grande prudence. Je pense par contre que ce serait difficile d'obtenir des financements pour faire ça, par les agences de recherche. Ce serait difficile de trouver un chercheur qui, quand il voit qu'il n'y a pas d'effet à la 2e génération, va tester la 3e, 4e, 5e génération, parce que on a quand même de très très bonnes raisons de penser, étant donné tout ce que je viens de dire aussi, qu'il y a peu de chances qu'il y ait un effet après 4 générations si on ne l'observe déjà plus à la 3e génération, et si en plus... Calculer la vie humaine, quoi. L'histoire de la vie humaine. Ici, c'est pas seulement sur la vie humaine. Ah, attends, qu'est-ce que tu veux ? Alors, justement, donc chez l'humain, on ne fait pas des expériences. Enfin, on ne fait pas des expériences. Ce qu'on fait, c'est des observations. Ce qui rend toute l'interprétation extrêmement difficile. Par contre, chez les souris, en 21 jours, on a un cycle. Et donc là, en 21 jours de grossesse et une vingtaine de jours, elles sont fertiles. Donc en 40 jours, on fait un cycle. Et donc là, on peut faire des expériences où on teste plusieurs générations. Oui, effectivement, on ne pourrait pas penser à des caractères récessifs ou à des caractères à de l'atavisme, ce qu'on appelle l'atavisme, que des choses ressurgissent après plusieurs générations où un phénotype ne s'est pas manifesté. Ouais. Non, par rigueur scientifique, ce ne serait pas tout à fait idiot de tester ça, effectivement.
Je ne suis pas sûr que ça va se faire pour des raisons autres, parce que les gens courent plutôt après les nouvelles positives qu'après les nouvelles négatives, après les résultats positifs qu'après les résultats négatifs. Et que là, il y a fort à penser quand même qu'il y a peu de chances que ça donne des résultats positifs. Mais on ne peut pas l'exclure a priori. Moi, je ne passerai pas 4 ans à faire ces manips-là, en tout cas, personnellement. J'ai d'autres choses à faire, mais... Non, c'est vrai, hein, parce qu'il faut voir, on investit, on n'a pas un temps infini de vie, on n'a pas un nombre infini d'étudiants qui ont envie de passer leur... Pardon ? Sur un mammifère, il y a combien de générations par rapport à l'âge des mammifères? Souris. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Je parle des générations. Ouais. Combien de temps les mammifères? Ah, combien de temps ils vivent? Ça dépend lesquels. Oui, il y a des mammifères qui vivent... Ah non, alors ce qui compte, c'est pas combien de temps ils vivent, c'est combien de temps ils mettent entre le zygote, l'adulte fertile. Parce que c'est ça, en fait, le temps d'une génération. Et donc ça, chez les souris, c'est une quarantaine de jours. Chez les éléphants, je ne sais pas exactement. Chez l'humain, il faut minimum une quinzaine d'années, mais en général, on pense que c'est mieux de faire une vingtaine d'années. Donc on ne fait pas beaucoup d'expériences sur l'humain, pas beaucoup sur l'éléphant non plus, mais on fait beaucoup sur les souris. Chez les drosophiles, 10 jours, un cycle. Ouais, chez les bactéries, 20 minutes. Ah ouais. Et chez Richard coli, 20 minutes. C'est intéressant parce qu'aussi du point de vue des mécanismes épigénétiques, ça veut dire que c'est intéressant ta question sur la durée du cycle, hein, parce que du point de vue des mécanismes, on va les aborder de façon tout à fait différente. La mémoire cellulaire. Chez une bactérie, elle se reproduit toutes les 20 minutes. Mais une fois qu'une protéine est synthétisée, elle peut, avant de se dégrader, son temps de demi-vie va être de quelques heures. Donc la protéine synthétisée par l'arrière-grand-mère est encore là, chez l'arrière-petite-fille. Et donc là, il y a une stabilité, il y a une transmission au cours des mitoses, justement, hein, d'une division à l'autre. Il y a une transmission non seulement du génome, mais aussi de l'ensemble de toutes les protéines qui étaient là. Alors il y a un effet de dilution. Si les protéines ne continuent pas à être synthétisées, elles se diluent progressivement. Et puis il y a un effet de dégradation qui fait qu'au bout de 3-4 générations, peut-être que la protéine ne sera plus là en concentration suffisante pour être active. Mais en tout cas, du point de vue de la durée d'une génération, comme tu dis, effectivement, être une bactérie, enfin être une protéine de bactérie ou être une protéine d'humain, c'est pas la même échelle. Le rapport, plus précisément, entre une bactérie et la protéine qu'elle vient de produire, et entre l'humain et la protéine qu'elle vient de produire, c'est pas la même échelle. La protéine survivra de 3 ou 4 générations à la bactérie, alors que chez l'humain, il vaut mieux que ce soit l'inverse. Ah oui, oui. Quelqu'un qui a des yeux verrons, comment ça s'explique génétiquement? Ah oui. Alors en fait, les yeux verrons, c'est un phénomène qui peut être dû soit à une mutation chez l'individu même, soit ça peut être dû à ce qu'on appelle une recombinaison mitotique. C'est-à-dire que s'il est hétérozygote, donc il a un chromosome avec un allèle qui confère les yeux verts et un autre avec l'allèle qui confère les yeux bruns, le brun va être dominant. Mais ce qui arrive parfois, c'est qu'au cours des divisions mitotiques, normalement, chacune des cellules filles hérite de deux... Enfin, il y a le chromosome paternel et le maternel. Et il y a une réplication qui fait qu'il y a 2 copies du chromosome juste avant la division. On aura 2 copies du chromosome maternel et 2 copies du chromosome paternel. Et puis il y a une ségrégation, ce qui fait qu'une cellule fille hérite d'une copie du chromosome paternel, vert par exemple, et d'une copie du chromosome maternel, marron, et l'autre cellule fille aussi. Mais au cours de la division, il y a un phénomène qu'on appelle le crossing over, la recombinaison, qui fait que les chromosomes paternels et maternels peuvent échanger des morceaux de chromosomes. Et ça se passe normalement pendant la méiose, pendant la formation des gamètes. Ça ne se passe pas pendant la mitose. Sauf exceptionnellement. Exceptionnellement, ça se passe pendant la mitose. Et quand ça se passe pendant la mitose, on va avoir des morceaux du corps qui ont des génotypes différents. Et notamment l'œil verron, ça marque évidemment parce que c'est tout simplement un échange de bras chromosomiques entre chromosome paternel, qui arrive pendant une de ces divisions mitotiques d'une des cellules qui, de division en division, vont donner l'œil, un des 2 yeux. Ouais. Et c'est bizarre, 2 yeux noirs peuvent donner des yeux bleus. Par contre, 2 yeux bleus ne peuvent donner que des yeux bleus.
Oui, ben, c'est le caractère récessif de la couleur bleue de l'œil. En fait, parce qu'il suffit d'une copie de l'allèle qui fait le pigment noir pour qu'il y ait suffisamment de pigment pour que l'œil soit noir. Donc si une des deux copies, donc c'est le cas pour l'ensemble des caractères qu'on appelle dominants, c'est que la quantité de protéines produites par un seul des deux chromosomes est suffisante pour donner, souvent c'est avec le pigment, hein, c'est le pigment des fleurs aussi, les yeux, etc., pigmentation des cheveux. Donc une seule copie suffit pour avoir une concentration du pigment qui est suffisante. Et par contre, si aucune des deux copies ne donne ce pigment-là, alors il y aura une autre coloration. Ouais, c'est drôle. C'est l'effet de dominance que Mendel a le premier caractérisé. Ah oui, pardon. Est-ce que je peux retenter une question vachement générale, un peu comme l'autre fois? Oui, attends, il y a une question là. Une question très générale, un peu comme la dernière fois sur la marque Darwin. Là. Oui. Peut-être mieux posé que la dernière fois, parce que je comprends un peu mieux maintenant. On avait essayé de départager Lamarck et Darwin, mais à l'époque, ils ne parlaient pas de génétique et d'épigénétique, donc clairement ni l'un ni l'autre. Et on a converti leur question qui était est-ce que les mutations, enfin est-ce que l'évolution se fait un peu liée au hasard, liée à l'environnement / la volonté. En fait, la volonté, je pense que on va l'oublier, c'est plutôt l'environnement. Donc le hasard ou l'environnement, la rigueur donc c'était ça la question. À l'époque, ils ne parlaient pas de génétique, d'épigénétique. On a converti leur question. Tout à fait. Est-ce que les modifications se font génétiquement ou épigénétiquement? J'ai l'impression qu'on a quasiment répondu chez les mammifères à 99%, chez les autres aussi, parce que après 130 générations, quand bien même on avait des effets, elles ne duraient pas plus longtemps. Donc à 99,9 jusqu'à 100% possiblement, on a dit c'est génétique et c'est pas épigénétique. Est-ce que pour autant on a répondu à leur question de base, en fait, qui n'était pas celle-là, qui n'était pas est-ce que c'est génétique ou épigénétique, mais est-ce que c'est le hasard ou l'environnement? Est-ce qu'on peut revenir à la question de base? Oui, on doit y revenir, c'est très très bien. Effectivement, surtout que je vous avais promis que j'y reviendrai. J'avais dit pour savoir si Lamarck is back or Darwin wins. Je pense que la question ne se limite pas à savoir si c'est l'environnement ou pas, parce qu'en fait l'environnement est très important à la fois pour Lamarck et pour Darwin, mais qu'ils agissent de façon différente. Donc pour Lamarck, et souvent c'est mal compris d'ailleurs même par les gens qui parlent de Lamarck chez les biologistes, pour Lamarck, je pense qu'il y a un tas de différences entre leurs deux théories de l'évolution. Mais la première différence, c'est effectivement que pour Lamarck, il y a l'hérédité des caractères acquis, et puis qu'une fois que le caractère est acquis, en fait, d'abord il y a le fait que les caractères eux-mêmes vont se modifier, les organismes se modifient face à l'effort. Ce n'est pas seulement la volonté, effectivement il y a une orientation, mais c'est l'effort, quoi. Le mot qu'il utilise c'est l'effort. Donc c'est l'effort qui suscite des modifications, et puis une fois que ces modifications sont là, il y a une hérédité des caractères acquis qui fait qu'il y a une transmission à la génération suivante, et puis il y a un effet cumulatif, c'est qu'une fois qu'on a hérité de ces caractères acquis, il y a la génération suivante, si elle poursuit cet effort dans la même direction, ça va se cumuler et au fur et à mesure, on va additionner les effets. Alors par rapport à l'épigénétique déjà, une grosse différence, c'est tous les mécanismes dont je vous ai parlé ici, c'est en quelque sorte des interrupteurs. C'est-à-dire que les marques vont être méthylées ou pas, mais on ne voit pas comment il y aura un effet cumulatif. Déjà. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est la régulation et l'adaptation phénotypique ne sont pas quelque chose où on va même s'il y avait une hérédité transgénérationnelle des marques épigénétiques, et puis on peut voir que effectivement, si c'est le cas chez Caenorhabditis elegans, on n'est néanmoins pas dans le phénomène de Lamarck où il y aura de génération en génération une accumulation et on fera de plus en plus de petits ARN et où le phénotype de longévité sera de plus en plus élevé. Pas forcément, en tout cas, ou en tout cas ça n'a pas été démontré. Et justement, une des caractéristiques des définitions modernes de l'épigénétique, c'est que on a un caractère qui peut prendre des formes différentes. On a parlé d'épiallèles d'ailleurs pour caractériser, pour dénommer par analogie les formes différentes d'un caractère épigénétique avec les formes différentes d'un phénotype dû à des différences génétiques. Eh bien,
si un caractère peut prendre deux formes, épigénétique peut prendre deux formes différentes, une des parties de la définition, c'est que ça doit être réversible. C'est-à-dire, et cette réversibilité fait qu'on va passer d'une des formes à l'autre, et puis de l'autre à l'une, et il n'y aura pas un effet cumulatif. Donc on est loin, effectivement, même en supposant qu'on découvre, ou bien dans le cas des Caenorhabditis où on l'a bien montré, ou bien en supposant que chez les mammifères on en découvre aussi des mécanismes de transmission transgénérationnelle, ce ne sera néanmoins pas un mécanisme qui va justifier d'une augmentation des organes ou d'un développement des organes par cette dialectique entre l'effort développe l'organe et le fruit de cet effort se transmet à la génération suivante. Le coup de la girafe qui s'allongerait à chaque génération, ça marche pas. Oui, ça ne marche pas par des mécanismes épigénétiques. Effectivement. Alors pour Darwin, effectivement, le mécanisme de base ici, c'est que plutôt que d'avoir un effort, en fait, la modification, elle vient d'un accident. Alors lui, il parle d'accident, il n'utilise pas le mot hasard. Aujourd'hui, en biologie moderne, on parle du hasard, un mot qui fait lui-même l'objet d'énormes débats. Mais donc accident, je trouve que c'est très bien. Donc il y a des accidents qui font qu'il y a des variations. Alors la modification, il l'appelle une variation entre individus. Et ces accidents font qu'il y a des variations entre les individus dans les populations. Et aujourd'hui, en tout cas dans le paradigme génétique, là on comprend très bien ce que c'est l'accident, c'est la mutation. Et en épigénétique, en fait, on parle aussi d'épimutation, pour l'apparition d'une nouvelle forme dimorphisme liée non pas à des différences de séquences d'ADN, mais à des différences de marques de méthylation, de modification d'histones, etc. On parlera d'épimutation pour le phénomène qui est à l'origine de la présence de deux épiallèles. Par analogie, c'est une transposition des concepts. Et donc ici, ça c'est essentiel, cette différence-là. Et alors l'autre différence, c'est que Darwin était convaincu qu'il existe une hérédité des caractères acquis, mais il ne pensait pas que c'était un mécanisme nécessaire à son modèle de l'évolution, en fait. Lui, ce qu'il pensait, c'est que c'est par accident qu'il y a des modifications, des variations, et puis que ces variations qui ne sont pas acquises, en fait, pendant la vie de l'organisme, elles sont innées. Donc ça, c'est des accidents, et c'est des variations innées. Elles ne résultent pas de la confrontation de l'organisme à l'environnement. Ici, ce qui est important chez Lamarck, c'est que les circonstances, qu'il appelle les circonstances, et qu'on appelle aujourd'hui le milieu, ou l'environnement, vont aussi agir pour forger ces modifications, pour orienter les modifications, ou plutôt pour orienter la façon dont l'effort va conditionner les modifications. Chez Darwin, les variations sont innées, elles sont accidentelles, elles ne sont pas orientées par l'environnement. Oui, par contre, l'environnement peut créer les accidents, effectivement, mais pas de façon orientée. C'est-à-dire ici, l'environnement, alors ça c'est la vision moderne, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'environnement, notamment les radiations, peuvent provoquer des mutations, ça on le sait bien, c'est démontré, c'est utilisé de façon... Ça a été utilisé pendant des années en laboratoire pour créer des mutations. Dès que Müller a découvert en 1937 l'effet mutagène des rayons X, on a utilisé les rayons X pour provoquer des accidents et pour générer des mouches qui avaient des phénotypes différents. On a fait ça chez les souris, on a fait ça chez les mouches, chez les vers Caenorhabditis. Donc l'environnement peut susciter des accidents. Mais là où chez Darwin, pour lui, les accidents, il ne savait pas très bien d'où ils viennent en fait. Il ne savait pas, il n'avait pas de théorie génétique. Il ne savait pas non plus comment les variations se transmettent à la génération suivante. Mais en tout cas, les variations, qui ne sont pas des variations des caractères acquis, mais les variations de caractères phénotypiques se transmettent à la descendance. Donc il y a une transmission héréditaire à la descendance. Et là où l'environnement joue vraiment son rôle crucial chez Darwin, c'est que l'environnement va exercer une sélection sur les phénotypes des individus, sur les variations phénotypiques. Alors, la plupart du temps, et ça Darwin le disait, et aujourd'hui maintenant la plupart des généticiens en tout cas sont dans ce paradigme-là du neutralisme, la plupart des accidents et des variations sont neutres. Ils n'ont pas d'impact phénotypique, il n'y a même pas de différence phénotypique. Et puis certaines variations ont un impact phénotypique et font que certains individus ont des yeux bleus, des yeux bruns,
et il n'y a pas vraiment de différence d'aptitude. En fait, on peut tout aussi bien survivre en France en ayant les yeux bleus et les yeux bruns. On peut discuter après éventuellement de la sélection sexuelle, etc. Mais c'est difficile d'établir très très clairement quelque chose. Par contre, si à un certain moment, dans une population, il y a une pression sélective, enfin il y a plutôt des rigueurs du milieu, soit parce que la nourriture vient à manquer, soit parce qu'on est confronté à des températures plus chaudes, à des climats qui changent, à un environnement changeant. Dans ce cas-là, au sein de la population, peut-être que certaines variations, accidentellement, vont conférer un avantage à certains individus. Et dans ce cas-là, ils vont être l'objet d'une sélection naturelle, ce qui fait que ces individus-là auront plus de chances d'arriver à l'âge adulte, ou, parce que Darwin en 71 a fait aussi un livre sur la sélection sexuelle, ou bien certaines variations vont faire que certains individus vont être plus attractifs pour le partenaire ou la partenaire. Et donc la sélection sexuelle va faire que ces variations accidentelles vont augmenter soit les chances de survivre, soit les chances de se reproduire. Et dès ce moment-là, si les variations se transmettent héréditairement par un mécanisme que Darwin ignorait complètement mais qu'on connaît bien aujourd'hui, alors les variations avantageuses auront plus de chances de se transmettre à la génération suivante, elles vont se retrouver avec une plus grande fréquence dans la génération suivante et progressivement elles vont se transmettre, se propager à la fois d'une génération à l'autre et au sein de chaque génération. Donc c'est deux mécanismes extrêmement fondamentaux mais très très différents. Je pense que par rapport à la marque, il n'y a pas grand-chose qui, aujourd'hui, dans la biologie moderne, répond au cahier de charge initial de la marque. Eh bien, si vous n'avez plus d'autres questions, je pense qu'il va être temps de conclure. Et merci aux amis du Tourski.